Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. 3 fois par mois avec l'ami Corentin. Salut. Nous vous parlons de tout ce qui fait le sel de l'actualité des comics, de la bande dessinée américaine et aussi de ce qui en découle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière émission consacrée à tout ce qui s'est passé au mois de novembre 2022. Corentin, j'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va et toi? Ça va très bien aussi. Super. Je te remercie d'être présent avec moi pour animer cette émission, puisque bien entendu, si je la faisais tout seul, ce serait quand même pas très très rigolo. Bah, mais même quand on est tous les deux, c'est pas toujours très rigolo. Moi, je trouve que c'est une émission qui a plutôt du peps, Ouais. de la bonne humeur, des réparties, des blagues et beaucoup de Calembour. Et voilà, beaucoup de belles choses qui font que vous êtes toujours très nombreux, ou du moins très réguliers à nous écouter. Et on vous en remercie. Alors, Merci. un petit mot, tout simplement, avant de commencer l'émission. Oui. Que si vous appréciez le travail que nous fournissons, vous avez plusieurs options pour nous permettre de continuer à faire évoluer le podcast, à savoir partager bien sûr l'émission sur les réseaux sociaux, mais aussi n'oubliez pas que vous pouvez attribuer des petites notes sur vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Apple, sur Spotify, sur Podcast Addict avec des commentaires. N'hésitez pas à recommander le podcast si vous l'appréciez. Et bien entendu, nous avons aussi une page Tipeee qui est ouverte 24 heures sur 24 sur laquelle vous pouvez contribuer pour nous permettre de voir l'avenir avec une certaine sérénité. On en profite pour remercier les 134 personnes qui ont été 135 même qui ont été présentes tout au long du mois de novembre pour nous soutenir, avec un petit remerciement pour les 2 derniers en date qui sont Gros GRO et Fuazalta, voilà, qui sont les 2 derniers à avoir participé à l'aventure. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, être nommés dans le podcast aussi, on le fait voilà tous les 10 jours, on le fait. Et en tout cas, merci à toutes et tous de nous écouter. Maintenant, on peut passer à l'actualité comics, Corentin. Oui. Et l'actualité comics, c'est bien, elle est plutôt chargée comme un bon gros pilon du samedi soir, puisque nous avons eu enfin la sélection la sélection officielle en fait du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui ont été dévoilés. Et bien entendu, parmi les nombreux titres qui peuvent prétendre à avoir une récompense, un fauve pour la prochaine édition, qui sera aussi la 50e édition du festival à Angoulême, et bien il y a aussi quelques comics et des bandes dessinées qu'on a l'habitude de traiter dans notre ligne éditoriale, que ce soit sur First Print ou aussi sur comicsblog.fr, le site sur lequel nous sommes rédacteurs au jour le jour depuis maintenant 5 ans même, je crois. Ça va faire 5 ans qu'on dirige. Plus de 5 ans. Ça fait un peu plus, mais techniquement qu'on le dirige à 2. C'est ce que je veux dire. Parce que là, techniquement, il y a encore 5 ans, on était un petit peu plus nombreux encore. Et bientôt, ça fera 5 ans qu'on est que tous les deux à faire vivre le site. Du coup, parmi les titres qui sont nommés dans la sélection officielle, franchement, je commence par celui-là parce que forcément c'est celui qui est le moins comics techniquement, mais qui fait forcément un peu qui nous fait le plus kiffer, c'est le Okahei de Neyef, donc l'une des dernières sorties du label 619 aux éditions Rue de Sèvres, ce qui nous permet de vous rappeler que nous avons fait un podcast avec Neyef disponible donc avec tous les autres Super Friends, et particulièrement en fait dans la playlist label 619 que vous pouvez retrouver voilà sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a également Le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel, ce qui était un peu attendu au vu de la renommée de l'autrice. Oui. Il y a aussi, ça c'est une bonne surprise, le second tome de la série The Department of Truth de James Tynion IV et Martin Simmons. C'est très chouette. Chez Urban Comics, et c'est plutôt inattendu par rapport aux autres titres, parce que justement ça fait partie du vrai entre guillemets comics indé, parce qu'il sort en single issues, alors que tous les autres en fait c'est des récits qui sont sortis seulement en album. D'ailleurs il y a donc Le Manoir de Chartwell de Glenn Head publié chez Delcourt, dont on vous avait aussi un petit peu parlé, récit donc autobiographique sur cet auteur qui a été abusé sexuellement et vécu une enfance assez horrible justement dans ce fameux pensionnat surnommé Le Manoir de Chartwell. Donc un récit joyeux s'il en faut. Et enfin le Under Earth de Chris Gooch aux éditions Hubert. Je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas lu, même si il me semble qu'on en avait relayé l'apparition, sachant que je crois que Chris Gooch c'est un Australien, donc c'est du comics australien techniquement. Voilà. Très bien. Okay, Qu'est-ce que tu penses de ces quelques parutions anglophones et BD de genre que nous on traite dans la sélection officielle, sachant que
pour terminer, on va juste dire aussi que OKA est également nommé dans la catégorie du fauve des lycéens, que Reckless éliminait les monstres, Ted Brubaker et Sean Phillips est nommé pour le fauve polar SNCF après la nomination l'année dernière du premier Reckless dans cette même catégorie. Il serait donc temps que la série le remporte. Là, ça fait un peu le Chris Ware qui était nommé pour le Grand Prix pendant des années sans jamais être récompensé. Et dans la sélection patrimoine, on a le Love and Rockets qui a été réédité chez Comics Initiative en intégrale, alors une réédition qui se poursuit de façon régulière avec 2 tomes qui sont mis sur leur campagne de financement participatif sur Ulule, mais aussi White Boy de Garrett Price aux éditions 2024. Et enfin, dans le Fauve Jeunesse, 2 albums donc de publication américaine, mais qui se retrouvent parfois un petit peu sous nos radars. On n'arrive pas forcément à capter en fait que il y a pas mal de maisons d'édition qui publient justement de la bande dessinée jeunesse en faisant donc de l'adaptation de titres américains. Donc il y a Les Contrées Salées de Hope Larson et Rebecca Mock qui est sorti aux éditions Rue de Sèvres, et The Magic Fish de Trung Le Nguyen qui est disponible aux éditions Ankama. Donc maintenant, je te pose la question, Corentin, après ce long monologue, que penses-tu de cette sélection? C'est une belle sélection qui est effectivement assez variée, qui représente bien l'état, la bonne santé du marché, le fait qu'on arrive encore à avoir des vraies surprises chaque année. Je pense que OKS sera une des surprises qui va rester pour les années à venir. Bon, ça veut pas dire que l'album gagnera, pas plus que Carbone et Silicium n'avait gagné en son temps. Puisqu'il n'avait pas été nommé. Voilà, en plus. Ce qui déjà répare une petite injustice, on va dire, pour le label 619, pardon. Dans l'ensemble, je vais pas tomber dans le piège des pronostics, mais effectivement, par exemple, voir James Tynion 4, qui, au-delà même d'être publié en single, représente aussi une façon de faire et un nom et une école de scénario très américaine, justement. C'est un mec qui vient de Batman, c'est un mec qui a percé sur les comics d'horreur au point de devenir un auteur vraiment à succès, adapté par Hollywood bientôt, etc. C'est assez effectivement rafraîchissant de le voir en compagnie de Bechdel ou de Nayef, parce que c'est quand même des pôles assez lointains, assez distants. Comme tu dis, voilà, pour Brubaker aussi, j'aimerais bien qu'on finisse par arrêter cette espèce de gag. Évidemment que c'est l'un des meilleurs auteurs de polar en BD moderne, mais peu importe les continents et les genres et les noms que tu mets dessus. Moi je suis toujours content de voir son nom un peu apparaître. Comme d'habitude, c'est aussi une question de, comment dirais-je, j'imagine qu'il y aura un sticker sélectionné au Fauve d'Angoulême et tout. Mais c'est le fait que ces titres-là soient sélectionnés, leur offre une exposition, une mise en avant que peut-être d'autres des lecteurs justement plus conventionnels de BD franco-belge ou de manga pourraient du coup se tourner vers eux. Voilà, toujours pas de super-héros, on s'y attendait un petit peu aussi. Il y en a moins, en tout cas, moi je trouve que là, par rapport à l'année dernière, il y a un petit peu moins de titres comics, parce qu'il y en a eu une 11 contre 15 l'an dernier, et sachant aussi que par contre, je trouvais juste que c'était un peu moins grand public et qu'on retombait un peu dans, pas dans des travers forcément, mais dans une sélection qui est un peu plus, justement, un peu... j'ai pas envie de dire intellectuel, mais un peu élitiste, dans cette vision-là un petit peu que tu peux avoir de l'aborder, parce que non, mais l'an dernier il y avait les Tortues Ninja, tu vois, t'avais des trucs des figures beaucoup plus populaires, et voilà, que justement ça manquait d'un Mister Miracle ou d'un Miss Marvel qui avait été nommé dans la sélection officielle au cours des dernières années. Mais je trouve que voilà, on fait toujours un petit peu l'impasse sur ce genre de choses, alors que Beta Ray Bill, tu vois, par exemple, oh putain, je rigole. Le mec n'a lu qu'une BD cette année, non mais Ultra Méga par contre. Ultra Méga c'est bien, mais c'est imparfait, tu vois. Ouais, mais c'est l'imparfait, mais c'est bien l'imperfection. C'est l'imperfection qui rend la perfection possible. Ouais. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, peut-être que l'année a été simplement moins poreuse au chef-d'œuvre en super-héros mainstream. Enfin, je sais pas. Effectivement, le nom de Bechdel généralement alourdit un peu ce qu'on pourrait qualifier effectivement de sélection intellectuelle. Je déteste ce mot moi personnellement. Oui, j'aime pas non plus l'utiliser, mais parce que c'est comme les mecs qui sur TikTok font des mèmes pour se foutre de la gueule des cinéphiles en disant ouais, c'est un film en noir et blanc polonais de 6 heures et tout. T'es en mode genre mais attends, si ça se trouve il est bien en fait le film en noir et blanc polonais de 6 heures. C'est juste que t'es con et que t'as aucune ouverture d'esprit. Donc en fait à un moment donné, la BD et les œuvres intellectuelles en général elles existent parce que les gens en fait n'y vont pas, et simplement on peut raconter d'autres choses en bande dessinée que des zombies, des bastons et trucs comme ça. Donc oui, voilà, déjà lisez la biblio de Bechdel si c'est pas fait. Fun Home, c'est très accessible en vrai, hein, c'est un récit de vie, c'est juste que c'est pas les codes graphiques que vous connaissez, mais voilà. À part ça, tu vois, Nayef, Tynion et Chris Gooch, alors oui, pour le coup, lui, c'est peut-être effectivement plus pointu. C'est vraiment un de ces artistes qui a un style underground extrêmement dépouillé, qui joue sur des trucs qu'on pourrait qualifier de caricaturaux ou de satiristes, et la BD elle-même est vraiment très très lourde à lire, c'est assez poignant. Enfin,
c'est à la fois un peu écœurant, à la fois très morose. C'est pour le coup pas une BD grand public du tout. Mais encore une fois, t'as un bon panorama. T'as du franco-belge de genre. T'as Bechdel comme d'habitude. T'as un comics vraiment, moi j'ai envie de dire mainstream. Department of Truth, le dessin n'est pas mainstream. Ouais. Mais le récit, tu vois, c'est comme Artops, c'est comme tous ces concepts où on te dit dans le monde réel, il existe une force surnaturelle et on a créé des flics pour gérer cette force surnaturelle. Voilà, c'est X-Files avec les théories du complot. Voilà, c'est pas non plus un truc super élitiste. Bon, j'avoue par contre le manoir de Chartwell, ça c'est un truc que je ne connais pas du tout. Mais voilà, je sais pas, ça me paraît être une sélection tout à fait honnête. Je peux me passer d'avoir Tom King chaque année en fait, tu vois. Oui, non, mais il n'y a pas que Tom King non plus dans la vie. Enfin, je ne déparlerai pas. Mr. Miracle, tu vois. Oui, non, mais c'est parce que c'était pour citer l'un des rares titres qui a de super-héros qui a pu être dans la sélection officielle. Mais je te dis que l'année dernière, on avait des Tortues Ninja. Ouais. Les Tortues Ninja, tu reconnaîtras que ça parle à plus de monde, même aux gens, justement, qui ne lisent pas de bande dessinée, ni même de comics, ni rien du tout. Je suis pas d'accord. Oh, bah, quand même, Corentin. C'est super élitiste, les Tortues Ninja. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est les Tortues Ninja, quand même, déjà, tu vois, c'est deux niches qui ne se comprennent pas, tu vois. C'est vrai que les fans de Tortues n'aiment peut-être pas les fans de Ninja. Exactement. Ça peut pas se rencontrer. Je déteste les tortues. J'aime pas les ninjas. D'accord. Allez, Corentin, on continue du côté de l'actualité comics VF et justement, puisqu'on parlait du label 619, ça nous permet d'aborder l'excellente nouvelle pour ouvrir le programme du label au début de l'année prochaine, puisque c'est un titre, indisponible en fait depuis de nombreuses années qui va pouvoir être réédité. Il s'agit du Metamuta. Donc c'est en fait c'est historiquement le premier spin-off de la bande dessinée Mutafukaz de Run qui se situe chronologiquement entre le tome 2 et le tome 3 du premier arc. En fait qui est un récit qui se passe intégralement dans la tête de Angelino puisqu'en fait il vient de se faire tirer dessus. Dans la tête notamment et en fait voilà c'est une aventure complètement psychédélique dans laquelle en fait Jérémy l'Absolu est au scénario et au dessin et en fait a complètement carte blanche laissée par Run pour faire ce qu'il a envie de faire et explorer à la fois les événements de Mutafukaz mais aussi revenir sur l'enfance d'Angelino. Et moi je suis juste super content parce que comme vous le savez si vous avez écouté le Mutafukast notamment je crois que c'était le chapitre 2 ou 3 justement si on revenait justement sur le tome 2, tome 3 et sur Metamuta, on avait fait un tout petit passage dessus où je t'expliquais qu'en fait que même moi je n'avais pas pu le lire puisque c'est sorti il y a très longtemps en 2009 de mémoire et que depuis ça n'a pas été réédité par Ankama. Donc là visiblement Run a pu récupérer les droits de Metamuta et donc une réédition qui arrivera en janvier 2023 aux éditions Rue de Sèvres cette fois avec juste une nouvelle couverture mais sinon le reste du bouquin ne changera pas. Donc c'est du format souple, c'est 272 pages. Ça coûtera 16,90 €. Ouais, ça c'est le café qui fait il va ressortir. Ouais, c'est ça qui va ressortir. Et qu'est-ce que je veux dire, mais voilà, sinon enfin moi je suis super content. Moi aussi. Vraiment. Tiens, donc c'est fou, on se rejoint là-dessus. Alors pourtant tu vois Mutafukaz 619 bon toi tu trouves ça pas ouf hein, tu me disais. Non mais en fait c'est pareil, Metamuta c'est un album qui a un côté un peu légendaire parce que il y a des gens qui l'ont vu, tu vois, un peu comme le monstre du Loch Ness, mais on n'est pas sûr de son existence dans la mesure où il est complètement indisponible, à part à des prix très élevés sur des sites de vente. Donc moi déjà, je suis super content parce qu'effectivement, ce sera l'occasion de mettre cette pièce manquante dans ma collection Muta, on va dire. Et puis d'une manière générale, dans ta Muta collection. Oui. Voilà. Waouh, ça valait le coup. Oui. Complètement. Et au-delà de ça, le style de l'absolu, enfin, c'est vraiment très différent de Run. C'est très différent. En fait, c'est même un mec qui a pas un style qui ressemble beaucoup à celui qu'on pourrait qualifier de style un peu école 619, où il y a toujours un peu ce côté street, ce côté gras, on va dire, ce côté rondeur et tout. Ou à l'inverse, le côté un peu plus incisif, justement à la Babley. Ou voilà. Bon, là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans le mignon. C'est vraiment psychédélique du peu que j'ai pu en voir. C'est vraiment starbé, c'est vraiment ultra shaper. C'est quasiment que du noir et blanc en plus, il y a des nuances de violet je crois aussi. Donc graphiquement ça a l'air déjà d'être une vraie grande expérience. Et puis c'est cool de voir que Run a pu récupérer les droits effectivement pour centraliser vraiment tout ce qui est à lui, littéralement, sur un seul et même endroit. Donc ouais non, j'ai pas grand chose de plus à ajouter parce que je n'ai pas encore une fois lu l'album. Bah oui. Mais des gens qui l'ont lu, notamment dédicace à Phenom, c'est vraiment l'une des curiosités les plus anormalement bien du catalogue 619 de l'époque. Voilà, donc ça arrivera en janvier prochain. Nous serons bien entendu au rendez-vous pour vous en parler. Puis
Jérémy, si tu nous écoutes, je sais pas si tu veux faire un épisode spécial du Moutafoukast, l'invitation elle est lancée. Dites-lui si jamais vous êtes en contact avec lui. Oui. Bah oui. Non, mais t'as raison. Ensuite, bouteille à la mer. Corentin. Oui. On va parler un petit peu de 404 Comics, puisque ils ont dévoilé leur programme pour l'année prochaine avec des suites de séries, enfin voilà, comme la suite de Dunce ou le troisième et dernier tome de Jonah. Mais nous, on va plutôt s'intéresser aux nouveautés. Et parmi les nouveautés, donc d'abord deux nouveautés en termes de en fait, on avait déjà parlé de Salamandre de Ian J. Bard la dernière fois qu'on s'était vu pour le front page, mais donc on a deux autres titres à aborder. C'est d'une part The Blue Flame de Christopher Cantwell et Adam Gorham, mais aussi Skies Over East Berlin. Donc c'est apparition dans le ciel de Berlin-Est. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant là du coup? Bah vas-y, parle. D'accord, ok. Eh ben effectivement, donc Blue Flame de Cantwell et Gorham. Bon alors ça, en l'occurrence, c'était plutôt plus ou moins connu. C'est une sorte. Enfin, si vous avez lu par exemple la récente série Strange Adventures de Tom King, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça va être une sorte de chassé-croisé entre la vie civile d'un super-héros justement qui est un explorateur spatial et bah de sa contrepartie humaine, civile, etc. Et du mélange en fait un peu comment dirais-je, psychologique qui va se faire dans sa relation à lui-même, dans sa relation à son costume, voilà, dans une sorte d'aventure. C'est compliqué sans spoiler, voilà, qui va assez loin. Donc c'est du très bon Cantwell comme d'habitude, Cantwell qui avait déjà signé donc Everything. Donc de la même façon que Beaujour avait récupéré Culbard pour s'ajouter à Everything, il récupère aussi la partie scénaristique avec The Blue Flame, donc c'est chouette. On dirait effectivement que c'est là. Enfin, on reconnaît cette volonté propre à pas mal d'éditeurs de vouloir continuer de publier en fait des noms avec lesquels voilà ils ont la maison d'édition a des affinités. Ouais. Et donc l'autre titre donc Strange Skies Over East Berlin ou Apparition dans le ciel de Berlin-Est, c'est donc un titre qui est scénarisé par Jeff Loveness, qui a fait du Rick and Morty ou du Nova, qui a aussi fait Judas chez Boom Studios, et qui est également le scénariste des prochains films Ant-Man and the Wasp, Quantumania et Avengers The Kang Dynasty. Donc je sais pas si je pense pas je sais qu'il nous écoute, donc je pense qu'il va être horrifié, mais du coup je vais le provoquer. Voilà, j'espère qu'il mettra un bandeau sur l'album par le scénariste de The Wasp Quantumania. Ouais, The Wasp Quantumania. Et dessiné remarque, par... ce serait c'est intéressant parce qu'il y a tellement une différence de tonalité entre les deux que ça pourrait être drôle justement de se dire que le mec est capable de faire un tel écart, tu vois. C'est ça. Il a des bons adducteurs. Et c'est dessiné par Lisandro Esteren, dont vous connaissez peut-être le trait si vous aviez lu un album dont vous avez parlé, qui était sorti chez Achilleos, qui s'appelait Catch and Release, qui était tout en crayonné, qui était super beau. Donc là, par contre, bah, c'est pas en crayonné, ce sera en couleur et tout ça. Et donc voilà, ça nous parle en fait d'un espion au cours de la guerre froide, en fait, qui est dans Berlin-Est, en fait, et qui doit passer les lignes ennemies et se découvre en fait que les Russes ont visiblement en possession une arme qui serait capable de changer le cours de l'histoire, mais qui sont pas forcément capables de contrôler, qui ne viendrait pas de cette planète. Donc voilà, grande, pareil, on est pas dans le complot, mais voilà, le grand secret ils sont partout, ils sont avec nous. Enfin, ils viennent d'ailleurs à la X-Files, mais si vous voyez un petit peu les planches qui ont été présentées par 404, moi je trouve ça franchement super joli. Ouais, c'est super beau. On avait parlé de Esteren aussi récemment, rappelez-vous, quand on avait évoqué la sortie prochaine de Sandman Universe Nightmare Country de James Tynion Ford, où pareil, encore une fois, moi c'était plus de l'épouvante. Il est très à l'aise aussi dans ce répertoire, et d'ailleurs on en avait parlé avec Beaujean sur les réseaux. Donc ouais, moi j'ai découvert l'existence de ce projet-là, parce que j'avoue que Jeff Loveness n'est pas un mec que je suis avec assiduité, mais c'est très beau, effectivement, il y a une bonne ambiance, ça fait vraiment justement plus style européen en fait. Déjà parce que les paysages font parce que le registre de l'espionnage aussi était très tamisé en Europe, mais le fait que ce trait-là qui ressemble pas du tout à ce qu'il a fait justement sur Nightmare Country, où c'était plus un trait à la Sienkiewicz, dans les formations, les monstruosités et tout, ça reste super beau, c'est vraiment agréable. Moi, les deux titres, en fait, les deux projets m'intéressent, mais je trouve ça cool d'ailleurs de voir que le catalogue 404 quand même commence petit à petit à avoir une vraie bonne gueule et à ramener des trucs qui en fait sont super utiles dans le paysage moderne, parce que bon, Loveness, voilà, c'est déjà entre guillemets un scénariste connu, mais à côté de ça, voilà, Cantwell aussi, je pense, son nom va s'implanter grâce à
à 404, comme le nom de Ramvé s'est implanté grâce au travail de iComics, tu vois. Donc c'est plutôt chouette. Je suis content. Très bien. Et du côté des créations originales, alors journaliste de merde. Ouais, je suis content. C'est ma critique. Mais pour une fois que tu es étonnamment positif dans ce podcast. Tant qu'on parle pas de Marvel. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça, effectivement. Et vu qu'on va pas trop parler de ça non plus, ça devrait aller. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a aussi deux créations originales. Donc, on avait déjà un petit peu abordé, qui ont pris un peu enfin, la première a pris un petit peu de retard juste sur le catalogue de publication, parce qu'elle devait déjà sortir cette année. Mais vous savez ce que c'est, les retards dans la création. Ou peut-être que vous ne le savez pas, mais prenez exemple sur le papier de Corentin sur le rapport de Batman aux armes à feu, par exemple. Ça, c'est voilà. Dis donc, toi, alors les dossiers d'Arnaud Kikou en gestation. Oui, tu te souviens le truc en mode genre décortiquons un peu la transition chez Image Comics? Ouais, celui-là. C'était il y a quoi, il y a 5 ans? C'est une arlésienne, c'est une très belle arlésienne celle-là. Hein. Ah oui, on l'adore. Il l'a fini pas exprès pour ça, hein, pour pouvoir se faire vanner en direct dans les podcasts. Tout à fait. Donc le premier titre, ça s'appelle Big Under. C'est écrit par Virgil Iscan et c'est dessiné par Alex Nieto. Et on vous en avait déjà parlé donc dans les vieux front page. Et d'ailleurs, je pense même qu'on en avait sûrement déjà parlé avec Nicolas Beaujoin. Dès la première émission, je crois. Oui, c'était une création qui était prévue de longue date, en fait, qui s'intéresse à des adolescents qui explorent les catacombes de Paris sous lesquelles a priori se terre quelque chose de terrible, et qui invente en fait l'idée que plusieurs siècles auparavant en fait a été créée en fait une sorte de troupe spéciale de sauvegarde des souterrains de Paris parce que quelque chose s'y cacherait quoi. Donc des ados comme protagonistes, mais un titre qui a une inspiration Lovecraftienne revendiquée, en tout cas dans l'annonce, qui a l'air vraiment très sympathique. Il n'y avait pas eu des pages de preview dans le catalogue qu'il avait édité à l'époque? Si, il y a déjà il y a des pages. Le style graphique, moi, il me parlait carrément, en l'occurrence. Et puis, si vous aimez Lovecraft, il y a l'autre roman graphique qui arrivera aussi à la fin de l'année prochaine, qui s'appelle Le Dernier Jour de Howard Phillips Lovecraft. Donc ça, c'est fait par il faut que je retrouve. Ouais, c'est Romuald Giolivo et l'artiste, je crois qu'il est polonais, Jakub Rebelka, qui en fait raconte littéralement donc le dernier jour sur Terre de Lovecraft, qui est atteint d'une maladie. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est qu'il est mort de maladie. Et donc là, ça imagine un petit peu son dernier jour, mais avec une version un peu plus imaginée de ce qui a pu lui arriver. Peut-être qu'il est rentré en contact avec les grands anciens, et voilà, avec ses créations. Mais quand tu vois les planches, là, je vous invite vraiment, par contre, à regarder les planches de Jakub, donc sur comicsblog.fr notamment, on vous les a partagées. C'est tard, et enfin, il y a une maîtrise du dessin, des couleurs, des formes et tout ça qui, moi, me rend vraiment, vraiment ouf, quoi. Et en tant qu'amateur, justement, de Lovecraft, je pense que cet album-là, ça va être quelque chose. Alors, c'est vrai que la couverture a changé depuis la dernière fois qu'on nous avait présenté, parce qu'il y avait une ancienne couverture où clairement le titre, Les Derniers Jours de Lovecraft, était plus quelque chose de très boisé, très étriqué, enfin très... Ça faisait très logo d'un groupe de deathcore. Ceux qui connaissent me comprendront. Mais voilà, ça là c'est quelque chose d'un peu plus sobre pour la couverture. Donc c'est une approche aussi que moi je trouve jolie. Que j'apprécie. Non, mais elle est très jolie aussi. C'est juste que l'autre avait me parlait encore plus parce que c'était vraiment parce que c'était du deathcore. Parce que c'était mon imaginaire. Voilà, c'était complètement dans ma cam. Mais voilà, je suis aussi ultra impatient d'aller découvrir ce titre. Pareillement, effectivement, les planches sont assez magnifiques, effectivement. Moi, le mythe de Lovecraft, je sais que je suis pas dans votre gang par rapport à ça, mais je sais que c'est un truc qui fascine encore énormément de gens. Et de plus en plus, j'ai l'impression, d'ailleurs, j'ai appris qu'il fallait dire Cthulhu et pas Cthulhu, très récemment, grâce à un compte Twitter sur Lovecraft. Oui, il faut dire Cthulhu, voilà, c'est tout. Commence pas, t'es pas un vrai fan, toi, tu vois. Ouais, clairement. Toi, t'as fait Tortue Ninja, t'as rien à voir. Ouais. Donc, ouais, voilà, non, ça a l'air chouette. On verra. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de projets sur Lovecraft et tout, et apparemment, le bonhomme lui-même n'était pas forcément un mec ultra sympathique, etc. Ça devra aborder ça aussi, justement, voilà. Son rapport à la xénophobie. Ça peut être glissant, tu vois, comme il était raciste, c'est ça? Oui. Ouais. Ça peut être glissant si de le déifier, entre guillemets. Par contre, graphiquement, ça promet une expérience exceptionnelle. Non, ça, tu n'as pas à mettre de côté sa part d'ombre. Ça reste un personnage fascinant, mais qui avait effectivement sa part d'ombre dans il ne sortait jamais de chez lui. Dans ses récits, il était misanthrope, il était effectivement raciste, a priori, ou xénophobe. Je sais pas quelle distinction on fait entre les deux. Je t'avoue que je suis pas assez renseigné en plus sur cette partie de l'historique, mais oui, c'est un auteur qui avait aussi ses défauts comme beaucoup d'autres personnes. J'ai plus appris sur Lovecraft en lisant les préfaces de bouquins sur lui, quoi. Ouais. Providence, par exemple. Oui, ça. Un petit projet par un scénariste pas très connu. Un petit Alain
Ouais, Alain Mort. Alain Mort, c'est ça. Alain Mort. Moi, j'aime bien C'est un celui-là. nom bizarre en plus. Grosse beubare. Enfin, Il est sûrement boulanger dans une autre vie. je pense pas qu'il ira loin. Corentin, on continue? Oui. Toujours du côté de l'édition VF et chez les indépendants, une autre bonne nouvelle, même si on a pour l'instant pas de détails plus que ça, c'est le Shadowman des années 90 qui se poursuivra chez Bliss Édition l'année prochaine après avoir édité le volume de Garcenis, c'est-à-dire en fait les 4 premiers numéros de la série régulière puis une autre mini-série Deadside qui Garcenis n'écrivait pas mais qui était dessinée également par Ashley Woods. Oui. En fait, faut savoir que dans les années 90, donc quand Acclaim reprend Valiant pour eux, ils veulent développer certains des personnages de ce catalogue, notamment parce qu'ils veulent faire des jeux vidéo, et notamment un jeu vidéo Shadowman. Et en fait, dans ce volume-là de Shadowman, c'est pas le personnage habituel en fait qui est présenté, donc c'est pas Jack Boniface qui est présenté en fait dans cette série, c'est un nouveau personnage qu'il crée parce qu'il sera aussi le héros du jeu vidéo en question. Et donc ce personnage qui s'appelle Michael Leroy à une série donc d'abord lancée par Garcenis où il est beaucoup plus question en fait de vaudou et d'horreur, et après le passage de Garcenis en fait il y a un certain Jamie Delano qui va reprendre la série sur une dizaine de numéros. Jamie Delano, c'est celui à qui on doit aussi Hellblazer chez Vertigo, Tout à fait. et qui sera Animal Man aussi qui était pas mal. Ouais, et qui sera dessiné par un certain Charlie Adler. Donc un dessinateur devenu célèbre depuis parce que il a fait The Walking Dead entre autres. Donc voilà, ce sera c'est l'éditeur lui-même qui l'a teasé dans une newsletter en fait en dévoilant juste la couverture qui est vraiment Ashley Wood. Jamie Delano et Charlie Adler présentent Shadowman. Donc ça comprendra très certainement les numéros 5 à 15 de la série qu'ils ont fait ensemble, donc une dizaine de numéros, et ce sera mis sur un Ulule en financement participatif l'année prochaine. Je vous avoue que moi j'ai pas encore pu lire le premier volume puisque il est en cours d'acheminement, je crois, en ce moment. Au moment où on enregistre le podcast, la campagne elle a été financée avec succès. Moi j'ai participé tout ça pour prendre parce que Garcenis, Ashley Woods, on ne dit pas non, et ma foi je pense qu'on ne dira pas non plus à Delano et Adler. Donc on vous en reparlera juste pour vous notifier quand la campagne sera en cours. Mais moi je suis plutôt content de voir Bliss qui continue d'exploiter aussi un petit peu le catalogue du Valiant à l'ancienne. Alors clairement, en plus en misant un peu sur les noms que les gens connaissent, parce que bien sûr faut essayer de jouer là-dessus. Et puisque quelque part, c'est cool aussi que Valiant les laisse faire ça, parce que forcément en VO et sur l'univers actuel, ça reste un éditeur qui aujourd'hui publie un single issues par mois depuis maintenant, je sais pas, genre 6-7 mois. Donc forcément de leur côté, pour continuer de faire vivre l'univers Valiant moderne, ça devient un peu relou quoi pour de leur côté. Donc heureusement qu'ils ont un peu de Valiant classique, et puis bien sûr le catalogue indé qu'ils développent à côté. Voilà, donc allez faire un tour. On vous rappelle sur le site de Bliss, c'est une maison d'édition qu'elle est cool et qu'il faut soutenir. Corentin. Oui, tu veux que je rajoute quelque chose après ce long monologue? Non, je ne sais pas, peut-être. C'est cool, c'est un bon projet. De toute façon, c'est la période de Garcenis où il était vraiment très en forme. C'était en parallèle, je crois, du Ghost Rider, je crois, Trail of Tears, c'est ça. Il y avait aussi l'explosion de Vertigo, Preacher, etc. Et aussi pas très loin en fait du Hellblazer, je suis en train de me dire. Et vu qu'en fait effectivement dans la série, l'esprit Shadowman, il y a quand même un bon côté Hellblazer, plus ou moins rip-off, parce que c'est juste des imaginaires très communs. On a beaucoup de détectives de l'occulte dans les fictions américaines en bande dessinée. Wood en plus à l'époque qui était encore assez lisible, je trouve, parce que mine de rien Ashley Wood il est quand même connu pour faire des pages qui sont un peu après il sera plus dedans, ça c'est là on parle maintenant que du volume de Adler. D'accord, ok. Ashley Wood c'était déjà sorti. Pardon, mais j'allais dire j'allais recommander la lecture du volume de Garcenis et Ashley Wood. La suite, Delano pareil, c'est un bon scénariste. J'avoue que là je ne suis pas passé sur ce volume là. C'est du comics au niveau du dessin beaucoup plus classique que ce que propose Wood. Bon, de ce point de vue-là, voilà, je pense pas qui que ce soit pense que Charlie Adler est un immense dessinateur. C'est un mec solide, correct, qui fait bien les choses. Et on est vraiment à cette période, de ce que j'ai pu en voir, qui correspond bien à l'esprit d'époque. Tu vois, l'horreur un peu urbaine avec les truands, les flingues. C'est assez gore apparemment, donc voilà, il y a de quoi bouffer. Si vous êtes fan justement de ce côté, c'est un petit peu l'époque où en fait les années 90 tout était un peu suffocant, un peu crado. On pouvait très facilement mélanger l'horreur avec le polar et ce qui a accouché plus tard en fait de sagas un peu bizarres comme Underworld et tout. Mais du coup si vous aimez un peu, puis c'est l'occasion de découvrir peut-être Jamie Delano qui a fait beaucoup de choses super bien chez Vertigo et dont on parle souvent un peu moins que Ellis, Ennis, Moore.
techniquement, on n'a pas travaillé chez Vertigo, mais voilà. Azzarello aussi, ouais, voilà. Enfin, et Morrison, tous ces grands noms qu'on prend son premier, alors que Delano a aussi souvent contribué sur les trucs très cool. Et Peter Milligan aussi. Faut pas oublier Peter Milligan. Oui. Corentin, j'ai une question à te poser maintenant. Pour la prochaine actualité, c'est est-ce que tu aimes les nazis? C'est une vraie question. J'adore. Je suis fan, super costume. Non, j'aime pas trop les nazis. Hein. Eh bien, ça tombe bien puisque Améziane va sortir une nouvelle bande dessinée. On ne l'arrête plus. Wow. Le gars est capable d'abattre des je sais pas, 400 pages par an, on dirait. Mais en tout cas, il a annoncé son prochain album qui arrive aux éditions du Rocher, comme les précédentes, les 2 albums notamment sur Martin Scorsese et Quentin Tarantino. Merci. Et ça s'appelle Nazi Killers. Ouais. Autrement dit, tueurs de nazis. Ouais, ça c'est Polissa, c'est du fascisme de gauche, ça. Oui. Ça c'est pas bien. Ça c'est un ouvrage que la Fnac elle voudra pas mettre en rayon. Putain, tu reprends toutes mes vannes, enfoiré. Il faut qu'on tu l'as vu là dans la news? Non. Ah ouais, putain, on a fait la même vanne, incroyable. Oh. On est trop fort, c'est beau. C'est beau. Mais donc oui, effectivement, voilà, donc c'est un bouquin assez outrageant où un mec va appeler quand même à la violence contre un des ennemis politiques, ce qui est juste dégueulasse. Donc il faut cancel maintenant Améziane, et si tu nous écoutes, eh ben on va te retrouver, espèce de bâtard. Voilà. News suivante, Arnaud. Donc oui, non, c'est un album un peu comme Big Black justement, qui va isoler un fait de notre réalité historique, qui est l'existence de, alors lui il dit du SOE, enfin SOE. En fait c'est la SOO, enfin SOE pardon. Donc c'est la Special Operation Executive, je crois que c'était un groupe en fait de soldats britanniques, ou plutôt d'agents secrets britanniques, qui étaient envoyés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale pour prendre contact avec les factions rebelles dans les pays colonisés par l'Allemagne nazie, pour les aider à se... J'ai dit quoi? Colonisé. Ah, colonisé, oui, pardon, occupé par l'Allemagne nazie, ou envahi par l'Allemagne nazie, pour essayer de les former, de les armer, de leur apprendre comment en fait on menait une guerre. Donc c'était des instructeurs militaires, des saboteurs et aussi des assassins, parce qu'évidemment quand ils étaient sur place, il fallait aussi qu'ils désinguent du nazi, qu'ils fassent sauter des ponts, qu'ils explosent des arsenaux militaires, je ne sais pas, des arsenals militaires. Donc voilà, en fait, cette histoire-là, elle est assez connue par ceux qui s'intéressent à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vrai que dans le champ en fait lexical de ce conflit, on oublie un peu cette partie espionnage. Nous, on a la résistance de notre point de vue, parce que c'est un peu comme ça qu'on se console entre guillemets, mais du point de vue des Anglais, des Américains, etc., c'est un peu moins présent. Alors que c'est justement une partie de la guerre qui a inspiré donc le film Inglourious Basterds, et je pense en fait que c'est en faisant ses recherches sur Tarantino qu'il a dû se documenter davantage sur ce sujet-là précisément. Après, il a mis une photo sur ses réseaux sociaux avec tous les bouquins sur ce sujet-là qu'il a lu, et la pile, elle fait ta taille facilement. Ouais. Putain, c'est une grande pile alors. Ouais. Je suis très grand. Ouais. Donc ouais, non, c'est chouette effectivement, et rappelons-nous qu'il faut tuer les nazis. Encore une prise de position politique qui va. Tu sais que c'est moi qui me reçois après des DM en plus de gens qui disent putain, mais il y en a marre de Corentin et ses prises de position politique. Mais qu'est-ce que ça, c'est pas une prise de position politique, mais dire qu'il faut tuer les nazis, Arnaud, c'est ce qu'on fait en France depuis les années 40. Enfin, moi maintenant, en fait, ça devient polémique à mesure que le temps avance et nous sépare de la Seconde Guerre mondiale, justement. Faut se demander si c'est vraiment des nazis ou pas. Non, mais justement, moi, je serais assez content de lire un album qui s'appelle Nazi Killers en 2022, enfin 2023 plutôt. Parce que ça arrive là tout bientôt. C'est février. C'est février ou mars. Février au Rocher, ouais, enfin aux éditions du Rocher, du coup, ouais. Nazi Killers, Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ça, c'est le titre complet. Ouais, c'était le nom que donnait Churchill au groupe. Et ça sortira le 15 février 2023, autrement dit, pile à temps pour la Saint-Valentin. Donc, si vous voulez me charmer, sachant que je serai certainement encore célibataire à ce moment-là, eh bien, vous savez. Tiens, ma chérie, je t'offre un bouquin sur les nazis pour la Saint-Valentin. Sur les tueurs de nazis. Sur les tueurs de nazis, ça se voit que tu peux choper un soir avec ça. Et maintenant, vous pourrez aussi briller pendant les fêtes de Noël en disant à votre tonton cinéphile en cosplay d'Indiana Jones, tu savais que Inglourious Basterds, c'est basé sur une histoire vraie, il y a une BD qui sort bientôt, et vous lui offrez la BD au Noël suivant. Voilà, parce que j'ai dit que tu pourras pas encore lui offrir pour le Noël J'avais prochain. Tout prévu, t'inquiète. On passe du côté un petit peu mainstream de l'actualité française, très cher Corentin, avec l'annonce d'une nouvelle revue trimestrielle qui arrive chez Panini Comics. Ça s'appelle Mighty Marvel Amazing Spider-Man. Et donc, ça va tout simplement
reprendre les numéros de Amazing Spider-Man depuis le tout début en kiosque. C'est ça en fait la grande nouvelle, la nouveauté, c'est qu'en fait c'est une publication donc qui est disponible dans les points de vente habituels, donc en librairie, mais aussi et surtout en kiosque, un petit peu comme les Trésors de Marvel, qui est une publication plutôt anthologique. Mais là en fait l'idée c'est de vraiment se concentrer sur la série Amazing Spider-Man et donc de proposer à un coût forcément avantageux par rapport au reste de leur production, qui est donc de 8,99 €. En fait, l'intégralité de cette série. Alors, j'y vois à la fois, donc, le premier numéro qui doit sortir en janvier 2023, comprendra, les numéros, donc Amazing Fantasy 15, enfin l'histoire de Stanley et Steve Ditko qui présentait Spider-Man au lecteur du monde entier il y a maintenant plus de 60 ans, avec les numéros 1 à 6 de Amazing Spider-Man, et le second tome qui sortira donc en avril, vu que c'est un trimestriel, aura les numéros 7 à 13 de cette même revue. Deux choses à dire de mon côté. D'ailleurs, c'était la première fois que je me trouvais de nouveau un peu en désaccord avec une partie de mon lectorat. En tout cas, je m'attendais à ce que plein de gens disent c'est nul, on s'en branle, c'est déjà édité plein de fois et tout ça. Et en fait, non, il y a plein de gens qui ont dit c'est cool parce que ça va permettre. L'objectif qui était présenté un peu, c'est que ça va permettre de recruter peut-être des nouveaux lecteurs. Alors, je ne le crois pas non plus, pas avec les dessins des années 60, mais par contre, plus de gens, qui effectivement voulaient pas forcément investir dans les intégrales de Panini qui sont autrement plus chères. Ah non, attends, t'as encore plus cher. T'as le même concept chez Taschen avec les 20 premiers numéros à $150 l'album. Ouais, mais en fait, Panini, c'est pas si cher que ça. C'est peut-être pour ça, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, par contre, j'y vois clairement, parce qu'il y a HS qui a fait une collection aussi Marvel Origins il y a pas longtemps, où ils font un peu la même chose, mais sur plusieurs héros. Donc là, ils le font que sur Spider-Man, et quelque part, je sais pas s'il y a un lien non plus, c'est de voir un petit peu le rapprochement un peu avec la Batman, les Batman Chronicles, qui reprennent aussi tous les titres Batman à partir d'une certaine année. Donc à voir, parce que par contre, s'ils veulent vraiment reprendre tout Amazing Spider-Man du début à la fin, ça va s'étaler, en plus à raison de 3 numéros par an, ça reste ou 4, ça va prendre beaucoup de temps. Mais ma foi, dans le principe de l'achat d'impulsion, surtout que ça va prendre du temps pendant que la série continue en VO, donc à un moment donné il y a, enfin c'est non mais ça se rattrapera jamais, de toute façon ça rattrapera jamais. Donc après faut voir jusqu'à quand c'est le but, jusqu'à où, je veux dire, le but est d'aller. Je t'avoue que ça, je n'en sais rien. Mais après, ça fait que, techniquement, il y aura de nouveau plus de comics dans les kiosques, et par rapport à l'achat d'impulsion, est-ce que ça peut provoquer des vocations? Est-ce que tu penses pas? Non, je suis désolé, je suis un peu cynique pour le coup, mais moi je t'avoue que je sais pas non plus. Bon, déjà moi je les ai lus ces numéros, donc ça je peux en parler. Mais c'est très aride. Enfin, si, mais sûr que si, ça vieillit, évidemment que ça a vieilli. Ça a beaucoup vieilli même. Mais moi je sais que j'ai commencé par ça aussi en fait. Après c'était dans les intégrales. C'est rare quand même, t'avoueras. Généralement les gens commencent par le présent et reviennent. Enfin le style graphique de Ditko à cette époque-là, il est pas encore formé quoi. Enfin, je sais pas, moi personnellement, je trouve que c'est une idée de merde de penser qu'en fait, parce que c'est le début, les gens vont se dire c'est la porte d'entrée la plus logique. C'est pas vrai. La plupart des gens en fait prennent le train en route et qui comprennent très bien ensuite où ça va les mener, tu vois. Enfin, là, on en avait déjà parlé quand Hachette avait annoncé ce truc-là. Moi, je pense vraiment qu'il y a une sorte de conflit idéologique à se dire, mais je vais relire un truc. Tu vois, c'est comme le cinéma. Qui commence une cinéphilie en se disant, je vais regarder les films, même pas les films muets, tu sais, les premiers films qui étaient en plan fixe, l'arrivée en gare de la Ciotat, tu vois. Enfin, tu commences pas le cinéma par ça. Tu commences le cinéma par les trucs qui sortent tous les mois parce que ça représente ton époque, des codes que tu connais, que t'as assimilés, ça te ressemble. Et après, tu te passionnes pour le cinéma et tu reviens en arrière. Là, précisément, je veux pas sortir cet argument à chaque fois, mais on est en pleine crise des matières premières. C'est littéralement une pompe à fric inutile, qui en plus, comme tu le dis déjà, existe, mais en format intégral, en format Taschen pour les mecs qui ont vraiment beaucoup de pognon, et avec le truc de Hachette en parallèle. Donc tu dis, mais c'est combien de fois on va nous ressortir la même sauce réarrangée au prétexte que c'est un peu moins cher que d'habitude, que ça peut plaire à plein de gens. C'est que le principe du coup économique derrière, c'est de dire que c'est pour que t'as différentes éditions en fonction des différentes tailles de portefeuille. Oui, certainement, mais enfin, à mon avis, c'est bête. Enfin, je pense qu'il y a même d'autres personnages qui mériteraient d'être plus mis en avant que systématiquement Spider-Man et les Avengers, les Fantastic Four, les X-Men et tout. Honnêtement, moi, vraiment, je ne comprends pas. Je vais devant cet objet-là, je ne comprends pas l'intérêt. C'est parce que mais du coup, ça illustre très bien le fait que c'est pas du tout pour toi ou moi ce genre de publication. Mais c'est pour qui?
qui tu vois. Bah, pas pour des gens pas comme nous. Un lecteur moyen qui aurait, je sais pas, 30 à 35 ans, il va prendre le train, principe il chope du le truc. non, mais le principe, Spider-Man et tout. Il le lit, à mon avis, ça lui tombe des mains, quoi. Enfin, bah, je pense, bah, alors, là, par contre, je suis pas d'accord, mais peut-être parce que moi, je suis biaisé parce que, j'ai de très bons souvenirs de ces lectures, parce que je les ai découverts quand j'étais ado à la médiathèque de mon village et que, je sais pas, moi, ça me faisait kiffer. Mais justement, je pense que c'est ce genre de choses-là, c'est que c'est de l'achat d'impulsion, de toute façon, le kiosque. Se dire, c'est que tu te balades un petit peu, que tu te dis, ah, tiens, machin, il y a de la BD, ah oui, tiens, il y a quand même 160 pages pour un machin, et ça me permet de lire du super-héros, et pourquoi Spider-Man? Mais parce que Spider-Man, de toute façon, en plus, l'année prochaine, c'est quand même pas idiot de le refaire quand il y aura un nouveau film d'animation qui va sortir et tout ça. Enfin, voilà, le personnage est toujours autant populaire. Ils ont pas besoin d'une excuse pour ça, hein, de toute façon. Oui, non, bah, comme on tire croisé, t'auras toujours un produit Spider-Man sur le marché qui sortira. Oui, comme il y a toujours un produit Batman aussi sur le marché, ça, voilà. de l'autre côté, mais je t'avoue que moi non plus, hein, je sais pas du tout à qui ça s'adresse. Je sais vraiment pas. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a voilà, et l'éditeur annoncera très prochainement une 3e publication trimestrielle, ce qui veut dire que en gros tous les mois en fait, t'auras un kiosque nouveau différent. Et alors vraiment, est-ce que l'idée c'est vraiment ça de dire reamener des gens aux comics par ce biais-là pour ensuite les emmener aux librairies? Je sais pas du tout si ça peut. Je pense surtout que l'idée c'est de faire du blé, à mon avis. Bah, ça de toute façon. Non, mais parce qu'il y a pas de démarche derrière, c'est juste ces numéros. Voilà, c'est le fameux mythe des premiers numéros, là où tout commence, les grands noms, tu peux mettre dessus, Stan Lee, Steve Ditko et tout. En vérité, je pense pas que ça a été pensé ou que ce soit par qui que ce soit pour autre chose qu'en fait se dire, comme tu dis, il y a un mec qui passe devant, il est curieux, il le chope et hop, ça fait rentrer des sous dans la poche. Enfin, il y a pas d'éducation à l'image par ce biais-là, à mon avis. Enfin, peut-être que si, hein, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas parce que c'est complètement impossible, mais à mon avis, vraiment, c'est pas comme ça que tu intéresses les gens déjà à la lecture. Ou peut-être, je sais pas. Enfin, très honnêtement, voilà, moi, ça me sort de la tête. Et je suis pas en train de dire non plus que Stanley est peut-être un mauvais scénariste ou quoi. Qu'on se comprenne bien. Là, récemment, parce que le film Ant-Man 3 arrive, je me suis remis à lire du Kang. Voilà, j'ai cherché un peu les grandes histoires de Kang le Conquérant. Ah, faut que tu prennes ceux de Steven Gerhardt, alors. Ouais, bah, je suis dessus en ce moment, ouais. Bah, la Kang Dynasty, qui donne son nom au film. En fait, c'est rigolo de la découvrir maintenant et s'apercevoir du nombre de trucs que Rick et Morty, on pense à inventer. En fait, pas du tout. Kang faisait déjà ça dans les années 60, 70 plutôt. Ah, faut que tu fasses toute la. Mais bref, attends, je finis juste le truc. Et donc, le numéro d'apparition de Kang le Conquérant est par Ramatout, donc par Stan Lee et Jack Kirby. J'adore Stan Lee et Jack Kirby, mais franchement, à relire, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, quand même, c'était à ce point-là lourd en termes de scénario et tout. Moi, très honnêtement, je l'ai lu par devoir, tu vois, par curiosité historique. Mais j'aurais pas niqué 6 numéros comme ça d'affilée par plaisir de lecture, tu vois. Donc, à mon humble avis, c'est pas forcément une bonne idée. Et il faut montrer au contraire que les comics sont vivants dans le présent et arrêter de revenir aux origines et à la grande époque du vintage qui fascine effectivement parce qu'il y a un côté cool aussi, qui est indéniable, hein. C'est pour ça que Taschen en fait des albums. Mais franchement non, moi je pense que c'est bon. On a tous eu cette curiosité. Maintenant elle est passée. Vendez aux gens des trucs comme le Dan Slott, c'est sympa, Dan Slott. Voilà. Il y a vendez Straczynski, c'est sympa, Straczynski. C'est mal dessiné. Non, mais par contre, ça c'était une réflexion que j'ai pu voir aussi dans les réactions, hein, parce que du coup, il y avait vraiment, voilà, c'est bien, hein, des réactions très partagées, des gens qui étaient contents et d'autres qui s'en fichaient. D'autres qui, comme toi, en fait, disent, c'est pas pour moi, mais j'espère que ça trouvera son public. Mais c'est vrai que par contre, il y a quelqu'un qui disait, mais pourquoi ne pas avoir fait ça avec, par exemple, le Ultimate Spider-Man de Bendis? Bah ouais, par exemple. Et ça, c'est vrai que par contre, je trouve que ce serait une très bonne idée, en fait, parce que ça n'a pas encore trop vieilli. Après, ça n'a pas vieilli du tout. Hein. Enfin, si, Marc Bagley, c'est ça ce que j'allais dire. Tu vois, ça dépend un peu. Mary Jane et son nombril. Mais voilà, il y a un peu ce côté-là. Mais c'est vrai que par contre, parce que autant c'est un matériel qui a aussi été largement rentabilisé avec les 12 de luxe et les omnibus qu'ils ont fait là, qui ont cartonné de ouf. Et je me dis qu'en vrai, ça pourrait être carrément plus simple pour avoir un Spider-Man très accessible, encore plutôt moderne, et même si c'est de l'Ultimate, te dire ouais, ou alors celui de Dan Slott, carrément à la limite. Déjà un peu moins accessible. S'il est très accessible. Bon, quand tu prends le Spikeletiste, à partir de Brand New Day, ça va quoi. Oui, voilà, c'est ça. En vrai, ça justement serait intéressant. En plus, peut-être que les gens pourraient mieux bifurquer vers d'autres projets qui sont édités encore une fois au présent. Mais d'ailleurs, je le dis à chaque fois, lisez Ultimate Spider-Man si c'est pas fait avec les éditions Omnibus. Maintenant, c'est possible et pas cher. Enfin, pas cher, c'est cher, mais le rapport prix-page est rentable, on va dire. Mais oui, tu vois, moi, je trouve ça effectivement plus intéressant. Et puis même d'autres personnages que Spider-Man systématiquement, quoi.
Mais ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est encore une autre question parce que c'est une question. Mais après, c'est aussi pareil. Hein. J'imagine que de leur côté, le kiosque. Tu prends les X-Men de Claremont, par exemple. Ça c'est un truc super intéressant, à pas cher. Ouais, mais ils le font. Pareil, Hachette le fait aussi avec leur énorme collection Marvel X-Men là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ils éditent énormément de Claremont dedans. Après, vu que les albums sortent pas dans l'ordre chronologique de publication, mais t'as le tome 13, puis le tome 80, puis le tome 60, puis le tome 52, c'est un bordel. Moi, j'ai abandonné parce qu'en fait, si tu ne t'abonnes pas, en fait, c'est impossible de prendre le réflexe d'aller toutes les 2 semaines dans un kiosque pour essayer de le trouver. Et si tu loupes une fois parce que t'as pas eu le temps, bah c'est un peu galère hein, ces trucs-là, mais bon, ça fait partie des systèmes de publication. Mais ce que je veux dire, c'est que a priori, par contre, d'un point de vue très pragmatique, si les trésors de Marvel n'avaient pas fonctionné, je pense pas qu'ils se lanceraient dans l'expansion de cette offre kiosque trimestrielle. Ouais, bien sûr. Donc j'imagine quand même que ça a dû trouver une forme de public quelque part. Parce que là, vraiment, justement, sur cette logique de faut faire du fric, bah oui, comme toute maison d'édition, ils veulent faire de la thune, et un éditeur ne lance jamais un truc à perte. Et franchement, je pense pas Panini encore moins, quoi. Donc, en vrai, si, il y a des éditeurs qui lancent des trucs qui savent que ça va se... Ouais, mais parce qu'ils ont d'autres trucs mais pas ça, parce qu'en plus, l'économie du kiosque, c'est que pour être sûr d'être, enfin, c'est que quand tu imprimes un tirage en librairie. Oui. Tu fais un certain tirage en espérant que ta mise en place soit assez importante et après t'auras les retours. Le kiosque, c'est encore pire, faut tirer beaucoup plus que ce que tu peux espérer mettre en vente juste pour espérer être dans tous les points de vente, alors que donc en fait le taux de retour il est encore plus important. Ce qui me permet de vous teaser un futur podcast avec François Hercouet de Urban Comics, en fait une soirée qu'on a animée sur les comics indés pour Mommy Mess, et dans lequel on revenait un petit peu là-dessus aussi, où il vous expliquera ça mieux que moi. Mais c'est pour ça, c'est que quand tu fais un truc qui en plus paraît dans les kiosques, au vu du gâchis techniquement que représente le tirage, tu te permets encore moins de le faire si t'es pas un petit peu sûr de ton coup. Clair. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, ça démarre l'année prochaine. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à dire si ça c'est un type de publication qui vous intéresse ou si, comme nous, vous pensez que ce n'est pas fait pour vous. Ensuite, Corentin, toujours du côté de Panini, du Hulk sera au programme pour le début de l'année prochaine, avec notamment le Hulk gris de Jeff Lubb et Tim Sale qui arrivera en Marvel Must Have, et aussi un album Immortal Hulk Apocryphe. C'est ça, Apocryphe, qui est donc un ensemble en fait de one shots de la série Immortal Hulk de Al Ewing, qui ont été écrits par Al Ewing mais qui n'étaient pas dessinés par Joe Bennett. T'as pas la compo par hasard? C'est ce que t'as mis. Bah ouais, parce que je me posais la question si justement la mini-série, le passage de Tom Taylor, tu sais, où Hulk et Spider-Man inversent leurs pouvoirs. Non, celui-là en fait, ceux qui ont été écrits par d'autres personnes qu'Al Ewing ont déjà été compilés dans un album qui s'appelle Immortal Hulk de grands pouvoirs. Donc ça c'était c'était les one shots où Al Ewing déléguait à d'autres auteurs en fait Jeff Lemire et Tom Taylor. Ouais. Et par contre là c'est des one shots qui ont été écrits par Al Ewing et qui en fait t'as notamment ceux de King in Black aussi, de Immortal She-Hulk pendant Empire, de Absolute Carnage et tout. Donc c'est tout cela en fait qui sont dedans. Très bien. Bah du coup voilà, ça sera le tome de complément, le tome compagnon pour accompagner la fin d'Immortal Hulk en VF. À côté de ça, donc Hulk gris, Jeff Lubb, Tim Sale, effectivement une réédition qui tombe bien parce qu'effectivement il est temps que tout le monde découvre Tim Sale à présent que le monsieur n'est plus là et que vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour avoir raté sa carrière en direct. C'est accessoirement un excellent album et probablement l'un des meilleurs trucs sur Hulk qui existe. Donc c'est le moment de le découvrir à un prix raisonnable, parce que c'est 15,99 je crois. Mm-hmm. Voilà, donc un must-have qui le fera bon posséder. Si vous avez pas forcément envie, parce que vous n'aimez pas le standard must-have ou quoi, vous pouvez attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il finira par être comme les autres, d'ailleurs, Colors de Jeff Lubb, Tim Sale, dans une des collections à petit prix qui arrivera un jour. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Daredevil Yellow et Spider-Man Blue déjà, je crois. Pour l'instant, ouais. Et Captain America White? Pas encore. Bah voilà, il manque ces deux-là, ils finiront par arriver. Donc, sauf si vous aimez absolument avoir la reliure qui correspond au numéro du truc, parce que ça c'est un peu chiant. Mais non, c'est bien, c'est cool. Effectivement, ils font ça parce que c'est encore techniquement l'anniversaire de Hulk, enfin l'année anniversaire de Hulk. Ouais. Jusqu'au printemps, donc de bons projets. Il y avait pas un troisième truc? Ah oui, ils vont faire un MOOC Hulk aussi. Oui, c'est ça le MOOC, ouais. Comme celui sur Spider-Man de cette année. Voilà, avec les vilains, les grandes périodes, les grands auteurs, les grandes
actrice. Je sais pas s'il y a beaucoup de nanas qui sont passées sur Hulk en vrai. Mais du coup, voilà, c'est bien. Enfin, c'est bien pour ceux qui sont intéressés. On imagine qu'il y aura un passage, beaucoup d'écrits sur Peter David pour l'occasion. Oui, peut-être Bill Mantlo aussi. Jack Kirby, évidemment. Alley Wing, mécaniquement, parce que c'est le récent et le plus intéressant. Enfin, des périodes récentes. Donc, oui, et puis pareil, les adversaires, Abomination, tout ça. Les rayons gamma et l'historique, parce qu'on n'en a pas forcément conscience dans le présent. Surtout maintenant qu'il y a ce conflit avec Universal pour les droits du personnage. Mais le Hulk, au départ, c'est vraiment une putain de vedette dans les années 70 particulièrement. Grâce à la série avec Bill Bixby. Il y avait eu, tu sais, le Hulk Magazine, qui était là où ils avaient fait l'expérience de la Marvel Colors, c'est-à-dire des couleurs en peinture et tout, qui était superbe. Où il y avait justement tout un côté Hulk anthologique, avec des histoires aussi en noir et blanc. Il y avait vraiment une grosse présence de Hulk à l'époque. Donc, ce serait très intéressant vraiment de redécouvrir ça au présent. Et ouais, pourquoi pas, quoi. Justement, ce n'est pas Spider-Man, ça change un peu, ça fait plaisir, parce que Spider-Man, c'est bon, on connaît Spider-Man, tout le monde connaît, vous foutez-nous la paix avec Spider-Man. Le Hulk, voilà, c'est un personnage que je trouve... C'est pas censé être un de tes héros Marvel préférés, mais plus. Si, mais ça veut pas dire qu'il est pas surexploité. Mec, quand un truc est surexploité, il est surexploité. Quand on a trop de Batman, je dis trop de Batman, pareil, alors que voilà, c'est Batman, c'est quand même, tu vois. Personne t'oblige à lire. Mais non, mais je suis obligé d'en parler, par contre. Tu m'obliges à en parler. C'est moi. Et tu m'obliges à lire aussi. C'est moi qui t'oblige, effectivement. Donc, tourne-toi vers le vrai fautif dans tout ça. D'accord. Bah, vas-y, je pose le micro et je te casse la gueule. Allez, viens, soulève-moi. Mais du coup, ouais, mais Hulk, il en faut plus pour être heureux. Mais toi, t'as même pas aimé le Immortal Hulk en plus. Si, c'est à long terme. Je trouvais le début nul, par contre. Et t'as aimé celui de Ryan Otley et Donny Cates? Enfin, de Donny Cates. Ah, j'ai pas rattrapé ça encore. Tu vois, c'est marrant. J'ai juste rattrapé Banner of War que je trouve nul. Ah ouais, moi j'ai bien. Enfin, après, je trouve que ça, c'est débile, tu vois, c'est débile de ouf. Mais je trouve que dans le côté débile, ça marche, quoi, en fait. T'as le droit de dire que t'aimes bien quand c'est débile, hein, mais j'aime bien les trucs. Il y a des trucs que j'aime. Là, il a un sourire d'enfant qui a fait une bêtise en mode, oh, pas mal quand même. C'était bien dessiné aussi, quoi. Martin Coccolo, il est fort dessus. Ouais. Non, t'aimes pas? C'est un point de vue qui se défend. Ouais. Putain, moi j'aime bien. Non, vraiment, et puis pareil, le Otley, c'est ultra bourrin, mais justement, il fait des bourrinades à la Invincible et tout. C'est voilà. Mais après, oui, c'est pas de la grande BD, clairement. Ça restera pas dans les annales, mais je sais pas, moi, je trouve que c'était coécrit par Daniel Warren Johnson. Non. Bah si. Dernier numéro, il est crédité. Ah, tu veux dire dans dans Banner of War parce qu'il y a Beta Ray Bill dedans. Ouais. Et je pense que du coup, on va revoir Beta Ray Bill par Daniel Warren Johnson. Tu crois? Ouais, je crois bien. Je crois bien. Prix ACBD 2023. Je crois que c'est de ça dont parlait CBC Bluesky quand je l'avais croisé cet été à Paris. C'était qu'il mentionnait un truc comme ça. Allez, Corentin, on va passer du côté de la VO et on n'aura que de l'indé parce que je décidais vraiment aujourd'hui de te garder de bonne humeur. Et donc, on ne va pas parler de Marvel ni de DC. Non pas qu'il n'y ait pas d'annonce de fait, mais rien de très très intéressant non plus. On a fait le gros de l'annonce DCU dans le dernier front page. Et donc là, on va revenir sur quelques titres qui ont été annoncés qui nous parviendront en VO du côté de Boom Studios, de l'horreur avec un slasher qui s'appelle Harrower, qui nous vient de Justin Jordan et Bram Revel. Justin Jordan qui a écrit chez DC du Green Lantern New Guardians et c'était pas ouf. Ouais, et Luther Strode aussi avec... Mais par contre, voilà, en indé, il a fait les Luther Strode avec James Aaron et aussi Spread chez Image Comics qui était un très bon titre d'horreur, bien cracra. En fait, c'est un auteur qui fait souvent des titres assez poussés sur le côté horrifique et le côté un peu crado. Donc moi, je suis très très chaud avec Boom Studios qui de toute façon, ça fait déjà une petite spécialité aussi avec de l'horreur moderne, notamment grâce à Something is Killing the Children, et clairement j'ai l'impression que ça surfe un petit peu là-dessus puisqu'on est aussi dans le registre du slasher avec justement cette figure du Harrower qui revient tous les 10 ans hanter les rues d'une petite île aux États-Unis. Donc il y a une adolescente qui est complètement obsédée par cette légende urbaine qui va enquêter dessus et a priori ça va pas bien se passer. Les couvertures sont très jolies. Les couvertures sont jolies, le design il est mortel, je trouve. Le design est sympa, ouais. Bon après moi j'admets que donc t'as bien dit Spread, c'était un bon projet. Je ne l'ai pas lu. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé. Mais les Luther Strode par exemple, c'est quand même pas de la grande BD au niveau scénario. C'est vraiment le coup de crayon de James Aaron. Oh. Non, pas James Aaron. C'est Silver Surfer Black. Aide-moi. Ah pardon, Tradmore. Merci. Putain, comment j'ai pu oublier Tradmore. Donc voilà, c'est vraiment plus le coup de crayon de Tradmore qui justement ayant le prétexte de la violence. Enfin, Luther Strode, grosso modo, pour ceux qui ne voient pas, c'est
C'est un gamin un peu à la Dave Lizowski, tu vois, enfin le nerd habituel des fictions américaines pour ados, qui tombe sur une méthode de muscu qui fait qu'il va devenir très très fort très très vite, et que en fait cette méthode de muscu appartient à une sorte de secte qui privilégie le meurtre et qui t'explique qu'en fait depuis le début de l'humanité s'est développé une façon d'appréhender son corps à travers le meurtre. La violence rend plus fort. Donc c'est vraiment un truc qui est fait pour bourriner. Tu vois, le but c'est vraiment juste de laisser Tradmore éclater des gueules et faire des torsions pas possibles et tout. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est un mec qui aime bien quand ça gicle. Donc le voir sur une histoire d'horreur, le voir sur une histoire d'horreur, du coup, c'est assez logique. C'est 4 numéros, Daniel ? Ouais, c'est une mini-série, hein, c'est 4 numéros. Moi, si ça n'engage à rien et que ça peut être sympa, mettre un peu de barbarie, pourquoi pas ? Non, parce que Barbaric, c'est chez Volt Studios, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est avec une H qui parle. C'est vrai que ça n'a rien à voir, du coup. Non. Ouais. C'est n'a rien à voir. Rien qu'à voir, c'est narine. C'est n'a rien à voir. Ça dure, en plus, ce truc-là. Il est encore sur Péruse, vous avez vu ? Allons. Allez, vas-y, enchaîne. Je te parie qu'il faut vraiment de la coke. Allons, c'est n'a rien à voir. Quoi ? C'est n'a rien à voir. C'est quoi. bon. Rien qu'à voir, c'est narine. Je rentre chez moi. Il est excellent, c'est le Spielberg, c'est avec le cinéma. Mais c'est Spielberg, Il est relou. Arnaud, la suite du programme, qu'est-ce que c'est ? Arrête de scroller bêtement sur ton ordi, ça sert absolument à rien. Le mec, il scrolle de haut en bas depuis tout à l'heure. Oui. Oui, parce que j'essaie de... C'est quoi la suite du sketch du chat de Pérus ? C'est ça, c'est exactement ça. Oh non, pas un film polonais. Il parle que de pommes de terre et contre la dictature. Pommes de terre et contre la dictature. Voilà d'ailleurs le réalisateur qui va vous dire bonjour monsieur Spielberg. Bonjour, pommes de terre et lutte contre la dictature. Incroyable. Donc alors la suite du programme, qu'est-ce que c'est ? C'est Rick Remender. Oui. Rick Remender et Max Fiumara qui annoncent The Sacrificers, les sacrificeurs, pour le FCBD 2023 chez Image Comics. Ouais, donc c'est l'amorce d'une nouvelle création originale chez Rick Remender, la nouvelle cuvée Remender après Rightful Thirst for Vengeance, une soif légitime de vengeance. Et The Scumbag. Et The Scumbag, c'était encore avant. Ouais, mais t'as aimé d'ailleurs Rightful Thirst for Vengeance ? Bah c'est bien, enfin c'est bien dessiné, c'est une vraie bonne BD d'ambiance. On en parlera en back issues. Pourquoi tu me fais chier? Mec, je m'arrête pour commencer une critique. Pour le teasing. Non, enfin en fait c'était bien, mais c'était peu verbeux, je trouve. C'est dommage en fait, parce que Rick Remender, il a un talent pour les dialogues aussi. Enfin, pour les interactions humaines, c'est un peu le tout propos de Black Science. C'était très Deadly Class. Très cinématographique. Tout à fait. Bon, de toute façon, je pense que ça a été fait avec une intention en tête, on va dire, soit de rendre hommage, soit un jour de peut-être, on verra. Être adapté. Voilà, avec l'acteur coréen. Voilà, c'est ça. ou Benedict Wong. Pour moi, les deux correspondent. Tu le bien, Benedict Wong. Oui, mais je veux dire que physiquement, Wong, déjà, donc c'est un mec qui a de l'humour. Là, en l'occurrence, donc c'est un truc qui a l'air de chercher dans une fiction un peu plus young adult, puisque ça ressemble un petit peu au Hunger Games, justement. C'est donc un monde futuriste dans lequel une oligarchie de 5 ou 6 grandes familles toutes puissantes, les 1%, ont réparé le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont résolu tous les problèmes de la société, et en échange, ils demandent un petit tribut au reste de l'humanité, qui est que les premiers-nés de chaque famille, enfin même des enfants en fait de chaque famille, vont là être envoyés en sacrifice pour le plaisir de ces puissants. On sait pas exactement ce qu'ils en font, s'ils les font combattre, s'ils couchent avec, ou s'ils les mangent, tu vois, on sait pas exactement. C'est dégueulasse. Donc, pourquoi je travaille avec toi déjà ? Donc, parce que je te paye. On pourra en reparler. Donc voilà, donc c'est effectivement un concept assez logique dans la carrière de Remender. C'est toujours ce côté critique sociale, retour à l'adolescence, comme pour Deadly Class. Une allégorie qui passe plus par un monde de fantasy en l'occurrence, puisque tout ce que je vous décris, il faut vous imaginer que c'est dans un monde où en fait ce sont des animaux anthropomorphes. Le héros apparemment est un petit oiseau bleu, ouais, qui est très ouais. Donc oui, ça a l'air chouette. Je sais pas trop quoi en penser encore, parce que le visuel est énigmatique. Tu te demandes si ça va pas répéter un peu les trucs qu'il a déjà dit ailleurs, comme Seven to Eternity d'ailleurs, quelque part. Qu'est-ce que tu peux encore rajouter là-dessus ? Je trouvais que justement, Une soif légitime de vengeance et Scumbag, c'était des façons de varier un peu. Tu vois, où il allait dans l'humour, d'un côté, l'humour un peu punitif. Tu et l'autre, un donc truc, que c'était de la variété ? Oui. Comme Patrick Sébastien.
Alors que là, justement, voilà, on revient à du Remender classique, histoire de genre, un nouveau monde, de l'aventure, et probablement un propos, voilà, sur la paternité, les 1%, etc., etc. Bon, ça ne me dérange absolument pas. Je suis peut-être un peu moins connaisseur du style de Fiumara. Qu'est-ce qu'il a fait, Fiumara, déjà? Si je crois que tu connais Fiumara, il a fait des trucs avec Black Hammer. Ah, c'est ça. Oui, Dr. Light, c'est super beau pour le coup, voilà. Il a fait du BPRD aussi. Donc non, mais on verra bien. En tout cas, la première couverture est plutôt jolie. Je la trouve. Ouais, je la trouve. Peinture un peu, on dirait un truc de. C'est ce que je disais. On dirait une carte de Dixit en fait. Mais voilà, on dirait une petite peinture un peu jeu de plateau. Un peu Magic the Gathering. C'est ça, ouais. Cet imaginaire là en fait. Ça sent bon. Il a fait du Ape Sapien aussi. Oui, c'est vrai. Et donc effectivement du BPRD, le Dr Star dans l'univers de Black Hammer. C'est merveilleuse histoire. Oh là là, bah alors les bâillements dans le micro, parce que tu me fatigues. Pas ouf, bah oui, bah j'imagine bien. Un hommage à putain, Starman. Ouais. L'histoire de Dr. Light. Incroyable. Pourtant, c'est une inversion de Starman, parce que là c'est le père et le fils, c'est l'inverse. Ouais. Enfin, tu lisez Starman déjà pour commencer, Jeff Robinson. Lisez tout Black Hammer. Et lisez tout Black Hammer si ce n'est pas encore fait. Celle-là, vous pouvez même la lire sans avoir lu le reste. C'est cool, non? Attendez, pas belle la vie? Merde. Oui. Allez Arnaud. Du côté de Image, fatigué, en fait. Du côté de Image, oui un petit peu. Je te l'avoue. Bah toujours. Tu me l'avoues? J'ai toujours eu des petits yeux. C'est vrai que t'as des petits yeux en général. Oui. T'as des beaux petits yeux. Oui. Oh, le petit regard butin. Ouais, c'est ça. Oh, il est beau. Arnaud, la suite. Arrête de t'endormir. Réveille-toi. Mais je suis réveillé. C'est quoi la suite? C'est Image Comics encore. On va terminer avec ce trio d'annonces pour donc, et quand je dis trio d'annonces, bien entendu, je ne ferai pas de blague sur. Non, finis pas ta phrase. Alors, les annonces. Les 3 annonces. Il m'empêche de faire des blagues à ce Corentin. Non, mais ça, pour le coup, là, je pense que c'était trop risqué. C'est vrai? Tu veux pas que je te chante l'une de mes campagnes? Voilà, on le savait. Vas-y, continue. Monarch, Localman et Torrent. Donc, 3 titres, 3 propositions très différentes. Donc, la première, c'est Monarch. Donc, c'est écrit par Rodney Barnes, qui est celui qui a notamment fait Philadelphia et son univers dérivé qu'il continue d'alimenter d'ailleurs sur sa plateforme Substack et qui ressemble un peu à une version horrifique de Attack the Block, puisqu'on s'intéresse à ça se passe dans la ville de Détroit, je crois, si je me rappelle bien. Compton, rien à voir. Le hood de Dr. Dre et de Kendrick. Yes. Voilà. Mais qui est aussi une ville qui est pauvre, quoi. Oui, bien sûr. C'est un quartier pauvre, majorité noire. Ouais. Voilà. Et donc, straight out of Compton. Ouais, c'est ça. Et donc, dans ce quartier-là, en fait, une force extraterrestre qui va arriver pour un peu zigouiller tout le monde. Et donc, on va s'intéresser, à un groupe d'adolescents, qui a déjà pas mal de problèmes avec les gangs locaux, dans leur ville, être, encore plus dans la mouise avec ces aliens. Donc je sais pas si ça peut être chouette. Barnes, il est engagé sur toute cette thématique, ce sera de l'horreur ou plutôt de la SF sociale, ce qui est plutôt intéressant. Ouais. C'est vrai que précisément Compton, en plus c'est de par son historique musical, une ville qui représente très bien une certaine façon d'être pauvre et noire aux États-Unis, dans l'inconscient collectif. Donc ça peut être super cool. Qui c'est qui gratouille? Alex Lins, que je connais pas. Alex Lins, qu'est-ce qu'il a fait, cette personne? Alex Lins? New Mutants, apparemment. Il a fait du New Mutants et il va faire justement la mini-série à Patsy Walker Hellcat de Christopher Cantwell qui arrive chez Marvel. Très bien. Comme ça, on la place. Ok, ensuite. Et l'autre titre qui s'appelle Localman, c'est donc de Tim Seeley et Tony Flix. Tony Flix qui a fait Stray Dogs, notamment chez Image Comics. Donc là, c'est un mélange de polar et de super-héros puisqu'on s'intéresse à Jack Xavier, surnommé Cross Jack, qui est un super-héros qui fait partie du groupe Third Gen, donc dans cet univers. Sauf que en fait, suite à une controverse, ce qui dérape, en fait, il est forcé de retourner vivre chez ses parents et de laisser tomber un petit peu ce côté-là de super-héros. Et en fait, il y a des cadavres qui vont commencer à apparaître dans sa ville, et donc ça va être l'occasion de reprendre du service, mais certainement plus façon vigilante que vrai justicier en cap et collant. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un numéro en flipbook dont en fait l'histoire à présent sera illustrée donc par Tim Seeley.
qui écrit. Non, pardon, ce sera dessiné par Flix, pardon, l'histoire principale. Par contre, les flashbacks qui s'intéressent justement à l'époque où il était le super-héros donc de Surgeon, bah là ce sera illustré par Tim Seeley. Donc un livre à lire dans les deux sens pour avoir les deux pans de l'histoire. Ça me fait un peu penser à Trillium de Jeff Lemire, qui avait aussi ce côté où fallait le lire dans un sens puis dans l'autre. Absolument. Et bah voilà, moi je trouve que c'est plutôt original comme façon de faire. On le voit pas souvent, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait, mais en tout cas on le voit peu souvent être fait. Bah, oui, c'est quand même, ça existe, hein, tu vois. Oui, je oui. pense à, comment ça s'appelle, Suprême, par exemple, là. Enfin, le concept est un peu différent, mais tu prends, par exemple, cette série-là de Alan Moore. À chaque numéro, t'avais, en fait, alors, du coup, je ne sais plus si le dessinateur variait à l'époque. Je crois que c'était peut-être Chris Prowse. Mais enfin, on vérifiera à la limite. Ou pareil, dans chaque numéro, en fait, t'avais des flashbacks qui étaient dessinés en mode Silver Age, où du coup, ça te reprenait en fait toute l'histoire de Superman, version Mort Weisinger, version Silver Age, version tout ça, version Justice League de l'époque, version même Batman de Bob Kane et tout, tu vois. Et c'était vraiment super, parce que tu pouvais ne pas lire ces passages à la limite, mais il y avait vraiment une sorte de chassé-croisé entre la modernité, qui en plus était vraiment à l'époque du muscle et tout, et ce truc-là qui était assez génial. Du coup, j'ai pas du tout parlé de Local Man. Ça a l'air pas mal. Écoute, moi j'aime bien le concept. Je trouve que Tim Seeley, bon, il lui manque encore un peu un truc qui le rendrait vraiment indispensable sur le marché de l'indé actuel, contrairement à Tynion Ford, alors qu'ils ont un peu commencé ensemble justement dans l'écurie Batman de Snyder. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de hack and slash, enfin pas du genre de jeu vidéo hack and slash, mais de la série Hack/Slash, qui est sa série d'horreur un peu ultra connue. Je crois que Kachu était ultra fan de ça, par exemple. Ouais. Mais voilà, apparemment ça a bonne réputation, donc pourquoi pas essayer de se remettre un petit peu à lire du Silly. Et sinon, bah Flix, j'admets encore une fois que c'est malheureusement, j'étale mon inculture, mais c'est pas un mec que je connais très bien. Stray Dogs. Stray Dogs, j'ai pas lu Stray Dogs. Stray Dogs, Pardon, c'est le polar, tu sais, façon Silence des agneaux, mais avec des chiens. C'est dans les mais si en plus on en avait parlé dans un Back Issues VO, t'avais dû donc lire les premiers numéros. Ah, un truc, le mec à la Don Bluff là. Ouais. Ok. Ah oui. Bah, c'est bien, c'est joli. Enfin, dans mon souvenir, c'était joli. Non Oui, mais c'est surtout qu'il écrivait, quoi. Donc, mais je sais pas, c'était super chouette, quoi. Donc, moi, je suis plutôt, c'est deux personnes qui sont plutôt talentueuses, qui sont. Il a fait du Mon Petit Poney aussi, beaucoup, apparemment. Et il a fait une série qui s'appelle Boo, le chien le plus mignon du monde. Que je pourrais t'offrir si tu veux. Bah oui. Allez. Boo, oui. Non. Il s'appelle Boo. Oui. Ouais, c'était rigolo. Non, pas. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de me donner un seul conseil sur le. Je pense que ma vanne sur la variété était quand même assez incroyable. Dites-le dans les commentaires. Non, en fait, le dites pas parce que chaque fois qu'il fait une saloperie comme ça, vous dites ouais, trop drôle Arnaud et tout. Et du coup, c'est moi qui souffre après. Donc, je vais vous envoyer mes factures de thérapie. Et il a l'air outré. Mais je suis outré. Mais ouais. Allez, je suis outré par ce que tu dis. Et donc le dernier titre qui arrive, ça s'appelle Torrent et ça n'a rien à voir avec du peer-to-peer puisque c'est de Michel Metcalf. Non, pardon, j'y arrive vraiment pas. C'est de Mark Guggenheim, pardon. Oui. Donc le célèbre scénariste de Arrow, mais aussi de X-Men Gold. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de comics. Du film Prophète. Et c'est dessiné par Justin Greenwood, qui a fait notamment des récits dans The Old Guard, Tales Through Times, donc l'anthologie dérivée du titre de Greg Rucka et Leandro Fernandez. Les deux ont déjà bossé ensemble sur une série qui s'appelle Resurrection, et qui ne parle pas de Jésus. Mais donc, avec Torrent, on s'intéresse donc à une jeune super-héroïne qui s'appelle Michelle Metcalf, dont le surnom est Cracker Jack, et qui, en fait, va être frappée de plein fouet par une tragédie un beau jour, et qui va complètement abandonner le côté super-héros pour passer vraiment du côté full justicier, façon kick-ass, façon très violent. Et on va voir le passage d'un côté à l'autre. Et ma foi, d'après la couverture, ça a l'air plutôt sympathique aussi. Hein. Ça a l'air ça a l'air relativement violent. Moi, je suis content de voir aussi que c'est Rico Renzi qui est aux couleurs parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement doué. Voilà, tout simplement. Qui avait fait du FBP, Fédéral Bureau of Physics chez Vertigo. Je crois que c'est lui qui mettait les couleurs. Ah non, c'était Nathan Fox peut-être sur le Weatherman. Mais voilà, c'est cette école d'utilisation de couleurs très fluo, très pop, très tape à l'œil, mais très bonbon, très acidulé. Voilà, électrique. Mais très bien quoi, très très bien. Donc autant Guggenheim, je vous avoue que forcément le passif Arrow fait qu'on se méfie toujours un petit peu de ce bonhomme-là. Mais c'est pas forcément un mauvais scénario. Dans la BD, c'est pas forcément un mauvais bougre.
Bah, c'est pas non plus un excellent bougre. Bah toi tu disais quand même souvent, je comprends pas pourquoi il est pas nommé aux Eisner. C'est ça que j'ai dit plusieurs fois dans des situations très étranges. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a pris? La drogue. Non, en vrai, même Guggenheim, c'est pas un très bon auteur de BD non plus. Bon, ça va. Ah, non, mais tu les as pas lus ces BD, frère. Si, j'en ai lu. Vas-y. Non. Non, voilà. Tu vois. Alors déjà, quand on sait pas, on ferme sa gueule. Hein. Et ensuite, toi, tu m'as saoulé avec tes blagues sur la variété, là. X-Men Gold, ça va, c'était pas nul. Non, mais c'est pas que c'est nul, c'est juste pas... C'était pas ouf. Pas incroyable, quoi. Oui, bah, tout le monde ne peut pas être Alan Moore. C'est malheureusement vrai. C'est mais triste. On s'ennuierait, mais t'imagines, en on fait. serait tous Alan Moore, comme on s'ennuierait, on serait tous, de toute façon, déjà, on serait tous misanthropes. Mais tu veux dire vraiment, physiquement, on serait tous Alan Moore? En plus, ce serait, un peu compliqué pour plein de trucs. On serait tous barbus. C'est ça. Oui, bref. Non, mais il y a même pas qu'il y a un monde entre Alan Moore et Mark Guggenheim, tu vois, il y a d'autres scénaristes qui sont un peu plus doués que lui, c'est juste pas un très bon auteur en général. Et en l'occurrence, Greenwood, moi c'est pareil, je suis pas un grand fan de son trait. Ouais. J'avais essayé de lire Crone, je crois que c'était le truc avec la vieille les sorcières, enfin l'espèce de vieille héroïne de fantasy. Moi, c'est pas la D3, c'est celui qui m'intéresse le moins. C'est celui qui t'intéresse le moins. Clairement, c'est ce qu'on a compris, parce que là t'étais clairement genre. Je te le dis. Ouais. Je pense qu'on avait deviné. En tout cas, ça montre que chez Image Comics, il y a quand même toujours. Mais lisez du Guggenheim, mais dites-moi si je me trompe. Peut-être qu'en fait, je passe à côté d'un truc de ouf. Il y a toujours des nouveautés, en tout cas. C'est vrai que c'est beau. T'as oublié Almighty d'ailleurs. Ouais, Ed Laroche. J'ai pas oublié parce que c'est une mini-série. Mais le nom Ed Laroche, c'est joli. Ed Laroche, tu vois, c'est rigolo. Un mec qui fait des BD un peu sur, on va dire l'alerte climatique, qui là va faire une BD qui imagine l'Amérique du futur, une Amérique très réaliste, dans lequel en fait tout le monde est mort. Donc voilà, ça fait beaucoup de petites créations qui arrivent sur le marché de l'indé, marché vivant, marché qui est prêt à se renouveler comme chaque année. On est content, ça fait plaisir. On espère que tout ça sera très bien. Très très bien. Et Corentin, c'est là-dessus qu'on va terminer la partie comics de ce front page pour aller regarder du côté des adaptations ce qu'il se passe. Et je vais te le donner en mille. Corentin, devine ce qu'il se passe du côté des adaptations. Il se passe des trucs. Eh bien, figure-toi que la PDG de Warner Bros. Television Studios a dit qu'ils allaient signer bientôt un gros contrat avec Amazon pour du content, du contenu DC Comics en animation, ce qui laisse sous-entendre que potentiellement la série Batman Cape Crusader de Bruce Timm pourrait arriver genre sur Prime Video, puisqu'on sait que du côté de Warner, en fait, notamment pour ce qui est HBO Max, il y a pas mal de contenus en fait qui ont été pas annulés, mais en fait sur lesquels HBO Max a décidé de ne pas suivre la production et la diffusion pour justement en fait trouver en fait un meilleur, voilà, faire de la coproduction et trouver en fait un meilleur arrangement financier. En allant revendre les 10 contenus à d'autres plateformes, puisque vous le savez, c'est la guerre des plateformes aujourd'hui. Elle est en train de se tasser parce que c'est la guerre entre Disney Plus et Netflix. Prime Video, ils en ont rien à foutre, je pense. Prime Video, en fait, avec le nombre d'abonnés Prime, c'est eux qui sont tout devant. Oui, c'est justement ce que je te dis. Mais même à la limite, vu que le modèle économique de Prime Video n'est pas en fait de gagner de l'argent sur les abonnements, mais de fidéliser les gens vers le système de Prime. D'ailleurs, quand tu vois ce que coûte la plateforme, c'est ridicule en vérité. Ils sont pas dans la même course, à mon avis. Ouais, c'est pas le même délire. Mais voilà, toujours est-il qu'en tout cas, du côté de Warner, on s'est rendu compte qu'en fait, tu perds de l'argent en produisant plein de contenus originaux pour ta plateforme qui est jamais rentabilisée par les abonnements. Et donc, c'est pour ça que, de la même façon qu'avant, la CW faisait un doublé avec la vente des droits de diffusion à Netflix pour les séries CW. Et bien là, l'idée, c'est que une partie des contenus à la base prévu pour HBO Max en fait sera justement distribué sur d'autres plateformes et quelque part c'est même pas stupide dans le sens que la marque DC tu peux la retrouver un petit peu à droite à gauche et que ça te permet de rappeler que tes personnages existent même à des gens qui sont pas forcément fans au premier abord, parce que tu peux dire que moi je comprends la stratégie de Disney de dire voilà tout le catalogue Disney au même endroit et comme ça tout ce que tu veux, t'es Disney, Marvel, machin, c'est au même endroit, mais en même temps tu peux aussi te dire mais c'est bien d'avoir des choses un petit peu à droite à gauche, comme ça te permet de juste d'avoir une vision un peu trop centrée que sur un seul type de contenu. Enfin c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre ou pas.
j'ai décroché au milieu quand t'as commencé à faire des gestes avec tes mains, en fait. Mais, enfin, grosso modo, tu penses que c'est bien de partager la force plutôt que d'obliger les gens à être prisonniers d'une plateforme, c'est ça? Voilà. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Après, Disney, ils font pas ça juste parce que c'est des enfoirés. Même si ça a certainement dû jouer au bout d'un moment dans l'équation, mais c'est aussi que c'est logique quand t'as une plateforme de tout mettre dessus pour que les gens qui s'abonnent en aient pour leur argent. Tu vois, on a même régulièrement fait des reproches à Disney sur le fait qu'il manquait des contenus qui n'avaient pas été mis sur la plateforme, que par exemple des vieux dessins animés n'ont pas encore été disponibles, etc. Donc il y a des gens qui aiment bien ce côté toolbox, enfin boîte tout en un. Et c'est vrai que moi, je trouve ça intelligent de la part de Warner Bros. C'est ce que fait Sony Pictures déjà. Hein. Sony qui fait des contrats avec un tel. Legendary, ils ont signé avec Sony, tu vois, par exemple. Ouais. Sony qui a signé avec Prime Video pour les séries Spider-Man, Spider-Verse. Silk Spider Society. Exact. Et à côté de ça, ils travaillent encore avec Marvel Studios, qui est donc le concurrent direct, on va dire, du groupe qui est Amazon Studios. Donc en fait, non, mais moi, ça me paraissait de façon assez logique. C'est juste que dans l'équation, à quoi sert HBO Max du coup? Parce que là, on parle pas de petits projets. Qu'est-ce qui va rester HBO Max demain, à part ce qui a déjà été Peacemaker. Ça fait une série. Non, mais t'auras les futures séries annoncées par James Gunn. Pardon. Ouais, mais je sais pas parce que tout est en train d'être construit de toute façon. Mais là, actuellement, en fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont pas les moyens ils sont très endettés, ils ont pas les moyens de produire autant de contenu qu'ils voudraient. Donc ils vont aller chez d'autres, enfin ils vont comme pour Netflix voir d'autres plateformes et leur dire voilà, nous on a les personnages, vous avez l'argent, venez, on se démerde pour faire un truc commun. Mais ils enrichissent leurs concurrents en direct en quelque sorte. Tu vois, c'est moi par exemple. S'ils font le deal, c'est qu'ils se retrouvent quelque part. Je dis c'est comme avant, c'est du pragmatisme d'entreprise. C'est forcément ils y trouvent leur compte. C'est pas possible autrement, sinon ils le feraient pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la logique HBO Max, qui était l'obsession de Jason Kilar mais Kilar il est plus là. Hein. Et de John Stankey et de comment s'appelait le patron d'AT&T, j'ai oublié son place. Mais donc voilà, c'était d'avoir du service parce que c'était des mecs de la téléphonie. Il fallait justement un peu comme Prime avoir un truc qui fidélise tout le monde, etc. HBO Max c'était logique, il fallait y aller. Tout le monde y allait de toute façon. Et là, comme tu vois, ce que tu l'as dit tu l'as dit même à plusieurs reprises, le modèle du streaming en fait, il est un peu en train de montrer ses limites. Parce qu'il y a trop de plateformes déjà pour commencer. Il y a pas un truc qui était arrivé il y a très peu de temps en France et qui a été déprogrammé ultra vite, c'est pas Paramount Plus ou un truc comme ça. Lionsgate Plus, tu vois, Lionsgate Plus. Qui va s'abonner à Lionsgate Plus? Enfin, c'est en plus le nom plus à la fin qui est vraiment la facilité ultime. Il y a même plus de recherche sur le naming des produits et tout. Ouais, mais comme ça les gens ils identifient plus rapidement ce que c'est. Oui, c'est ça. Marketing première année. C'est vrai que HBO Max par rapport à HBO, il y a encore des gens qui se posent la question. Il y a pas mal de gens qui sont abonnés à HBO qui donc peuvent activer un compte HBO Max, ils le font pas parce que je pense qu'ils s'en foutent, ils veulent juste HBO, tu vois, ils ont bien raison d'ailleurs. Mais voilà, enfin tout ça pour dire simplement que moi à mon avis là c'est juste qu'ils sont en galère, mais qu'il faut quand même qu'ils rentrent de l'argent et qu'ils fassent du produit. Donc ils vont là où les gens ont de l'argent, ça va durer pendant un temps jusqu'à ce que leurs finances soient un peu remises à flot et qu'ils puissent soutenir une offre plus régulière sur HBO Max. Mais dans l'intervalle, ça veut dire que tous les produits qui auront été mis ailleurs, ils seront, comme pour les séries Marvel Studios de Netflix, ils seront du coup condamnés à une période de carence de quelques années, après ils pourront pas les rapatrier tout de suite, etc., tu vois. Parce que moi, le but c'était de jamais rapatrier ailleurs, et vraiment juste je te dis, un peu limite façon cheval de Troie, c'est d'aller déposer des produits de ta marque un petit peu partout, parce que certes, tu dis que ça enrichit la concurrence, mais si tu le regardes d'un autre point de vue, tu te dis, ouais, mais au moins mes pions, ils sont placés justement dans le catalogue de mes concurrents, et ça, c'est... A rebuttal. Et comment ils font du blé, alors? Hein? Et comment ils font du blé? C'est dans leur contrat, mais parce que Amazon, bien sûr, leur donne des sous pour ils achètent les droits de diffusion. Le calcul, il est pas cohérent dans la mesure où ces plateformes-là sont même pas rentables, au premier degré, en fait, tu vois. S'ils font ça, je te dis que s'ils font ça, c'est parce que c'est plus rentable de vendre à un distributeur extérieur que de le faire en interne. C'est sûr. Je pense que, non, mais je pense vraiment que c'est pas la question, en fait. C'est que c'est pas rentable à terme pour eux. Parce que les droits de rediffusion, ils vont aller aux diffuseurs. Ils vont pas aller, ou alors ils vont prendre une partie du gâteau. Ils ont fait que ça. Ils ont fait des contrats, des milliards. La CW, c'était Warner qui vendait, les trucs. Mais là, c'est pareil. Non, là, c'est de la coprod. C'est créé en interne. C'est pas un truc qu'ils ont créé et qu'ils vendent, tu vois, ils vendent les droits d'exploitation aussi, de diffusion. Ils les donnent en échange d'une part du budget. Si Prime Video lâche 75% du budget de Cape Crusader, ils peuvent légitimement dire, on va garder 75% de ce que ça rapporte, ce qui est déjà un calcul qui est vicié, parce que comment tu calcules ça à l'échelle d'une pyramide comme ça,
où tu dis les gens ils sont abonnés parce qu'il y a cette série, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres séries. Comment on fait, tu vois, la répartition. Moi, je pense que c'est juste qu'ils ont pas les moyens de faire de la production originale en ce moment, c'est tout. Après, oui, non, mais ça, évidemment, comme tu dis, il y a une logique économique qui est évidente. Mais je te parle vraiment de, à long terme, en fait, est-ce que ça va pas fragiliser l'image de HBO Max comme une plateforme dépeuplée, en fait? Tu vois, un truc où tu vas aller pour quelques séries. Je pense mais que vu déjà, elle est chère, cette plateforme. Mais déjà, HBO Max a vocation, enfin, pour moi, elle aurait vocation à disparaître, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est cher, pour commencer. Les bonnes séries Warner Bros, bah, si c'est Cat Crusader et The Sandman, bah, elles sont déjà parties. Warner, ça reste des pourvoyeurs de cinéma, ils ont pas forcément un intérêt démesuré. Quand tu vois, regarde là, Bob Chapek, là, on a mis un peu le nez dans les comptes. On s'est aperçu qu'en fait, là, au dernier trimestre, il avait posté 1,5 milliard de pertes sur Disney+. Parce qu'il produit du contenu original et que voilà. Donc même Disney+, qui est quand même pas 40 milliards de séries, quand même. Tu vois, c'est pas aussi développé que Netflix, qui sort un contenu tous les 2 jours et tout. Même là, ils perdent du pognon, quoi. Et le mec, il devait maquiller les chiffres. Mais tout le monde en prenant, en fait, les séries télé qui étaient prévues pour Disney+, en les mettant ailleurs, sur Disney Channel et tout, pour ensuite les ramener sur Disney+, pour que la courbe des parties profits ne les intègre pas. Sinon, ça aurait été encore pire. Et donc, tu vois le truc, tu te dis, mais ça veut bien dire au bout d'un moment qu'en fait, si Warner Bros est vraiment en galère, quel est l'intérêt de maintenir HBO Max? Tu vois, quel est l'intérêt, en fait, économique, vu qu'en plus, il n'y a pas une progression stratosphérique du truc, que ça leur a fait perdre des milliards au niveau des entrées au cinéma, de faire leur double stratégie pourrie. Moi, j'ai vraiment l'impression que David Zaslav, en plus, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est que lui, le streaming, il voyait pas l'intérêt du retour sur investissement. Non, parce qu'en fait, c'est le seul intérêt de continuer HBO Max, c'est de garder le catalogue existant Warner, en fait, d'avoir un catalogue de grands films, de grandes séries, de choses qui existent déjà, mais que justement pour tout ce qui est nouvelle production, par contre, bah tu revends et tu coproduis avec d'autres. Tu fais avec Netflix comme Sweet Tooth, comme The Sandman. Tu fais avec Prime pour la diffusion à l'international de Peacemaker, ce genre de choses là. Et et c'est comme ça que tu fais de l'argent. Comme ça, tu dépenses plus rien dans la production de contenus originaux pour HBO Max, que tu gardes juste par contre en termes de joli catalogue de VOD. Parce que Warner a quand même un historique avec beaucoup de bons films et beaucoup de bonnes séries aussi. Donc tu gardes ça. À la limite, tu baisserais le prix un petit peu de l'abonnement, mais pour que les gens justement qui ont envie de voir tes trucs soient obligés de venir sur ta plateforme pour avoir ce catalogue. Et puis pour tout ce qui est production originale, bah tu limites justement les frais en distribuant un petit peu, enfin en faisant des deals avec les autres, sachant qu'en plus, bah forcément. Ah, mais c'est logique. Ça te permet d'être vu en tant que marque ailleurs. C'est ça. Voire de sortir de la carte du streaming. Ça, tu considères, voilà, moi je suis votre partenaire, je suis pas votre ennemi. Ouais. Venez, on arrête de se tirer dans les pattes et on regarde juste tranquillement Netflix s'effondrer en prenant du popcorn et. Mais ils s'effondreront pas, mais à la limite, ça me dérange pas de revoir un truc où il y aurait juste Netflix, Apple et Prime qui se disputent. Même Apple pour l'instant ils se disputent pas du tout avec les autres. En fait, Apple ils s'en foutent, mais c'est vrai que Apple produit des séries que vraiment tu peux retrouver que chez eux, enfin qui sont cool quoi. Mais par contre, tu vois, ils en ont 15 quoi, on va dire, mais elles font la différence. Ils ont pas besoin comme Netflix vraiment de cracher du produit quoi. Puis peut-être qu'un jour ils finiront par racheter un grand groupe, un studio. Ouais, à terme les autres, ils vont tous se racheter entre eux. Et il y aura plus qu'une seule plateforme où il y aura tout et du coup vive là mais ça, voilà, le monopole. La licence unique, ça fait plaisir. Allez, Corentin, on continue. C'est toi qui avais fait un papier, justement, on parlait de la CW juste avant, tu disais que, enfin, tu as écrit un papier qui raconte que l'acquisition de la CW par Nexstar, en fait, n'a rien coûté techniquement au groupe Nexstar. Tellement en fait la chaîne perdait de la thune. Ouais, et même pire que ça, c'est qu'en fait ils ont gagné de l'argent en rachetant la CW. Ah ouais. En fait, c'est pas un rachat, il faut qu'on arrête de dire rachat. Ils ont acquis en fait les actions, les 75% d'actions qui étaient détenues par donc c'est Paramount, c'est ça? C'était Warner et Paramount, non? Ou Universal? Universal, CBS Universal. Ouais, c'est ça. Enfin NBC Universal. NBC, plutôt, Viacom. Donc oui, tout à fait. C'est assez curieux, mais en fait, donc comme tu l'avais toi-même dit à l'époque. Il y avait donc ce deal à 9 chiffres entre Netflix et la CW pour le rachat et la diffusion internationale des programmes, notamment Berlanti Productions, qui était quand même une bonne rente pour Netflix. Beaucoup de gens ont découvert ces séries-là via Netflix. Et un jour, comme il y a eu cette logique de rapatriement de franchise où ils se sont dit oui mais non, parce que là si on continue à faire ça, déjà on va alimenter le catalogue de notre concurrent, alors que visiblement, puisque ces séries-là sont regardées, autant les ramener chez nous.
Donc voilà, mais merci Jason Kilar encore une fois. En fait, c'est l'inverse complet de ce qu'on disait avant. C'est là qu'ils sont vraiment très cons, tu vois. Encore une fois, c'est comme on pourra en faire des comparatifs quand Marvel Studios a fini par faire une série d'Daredevil, mais je pense que beaucoup de gens vont dire, mais peut-être que ça aurait été bien d'avoir en fait un département de Marvel Studios qui échappe complètement à Kevin Feige et qu'à sa liberté créative que en fait ils n'auront plus demain. Un Marvel Knights, quoi. Moi, j'aimerais bien que ce soit une bonne série, la future série Daredevil, mais je pense qu'on va avoir des comparatifs à tirer qui vont pas être très élogieux, malheureusement, sans faire de l'oiseau de mauvais augure, mais bref. Donc voilà, ils ont arrêté ce contrat-là, au profit de cette logique de rapatriement et de groupement général des franchises Warner Bros à un seul endroit. Et aussi parce que probablement Netflix en avait un peu marre de payer la facture, j'imagine, parce que vu qu'ils étaient ouvertement en guerre, à un moment donné, il y a peut-être des trucs qui ne se font plus. Bah voilà, c'est simplement du coup la CW qui perd quand même 400 millions par an chaque année depuis sa création. Et t'apprends en fait que le truc n'a jamais été rentable. Et tu comprends même limite les audiences. En fait, c'est où on te dit c'est beaucoup des vieux qui regardent la CW, c'est pas les jeunes du tout, etc. Je pense que c'est faux dans une moindre mesure pour les rediffusions de leurs produits en Europe, par exemple. On a tous vu des gamins en convention, fans de Arrow, des ados en cosplay et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en fait, tu dis non, c'est les vieux qui regardent ces produits-là la journée parce qu'ils sont à la retraite et qu'ils ont rien de mieux à foutre et qu'il y a un coup de soap opéra qui plaît à cette démographie de spectateurs. Parce qu'en vrai, les audiences sur le reste du temps sont dérisoires et en fait, c'était vraiment un gouffre Afrique qui n'existait que pour créer, en fait, parce que ça crée à pas cher. En vrai, Berlanti Productions, c'est pas des séries qui coûtent ultra cher par rapport aux séries Marvel Studios qui sont réputées pour avoir des budgets à 15 millions. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Et donc, une fois que le canal de rentabilité s'est tari, ils ont même pas voulu la vendre. Ils ont dit qui veut nous débarrasser de ça, de ce poids mort, parce que là on va continuer à perdre du pognon pendant des centaines de millions avec un truc qui sert à rien et tout. Et donc Nexstar en fait a acquis les actions bien généreusement. Et apparemment pour un truc tout bête, c'est que comme ils ont déjà acquis une démographie avec le public cible de la CW qui en fait aura probablement perdu sa télécommande d'ici là, c'est qu'en fait eux ils centralisent des publicités sur l'ensemble de leur réseau. Et en fait, en achetant la CW, ils achètent juste des écrans potentiels. Donc, du coup, pour leur pub, ils peuvent augmenter le panel de spectateurs pour leur publicité, faire monter le prix de la pub, etc., etc. Et apparemment, ils font beaucoup de pubs politiques. Je sais pas si c'est très rassurant, mais bref. Donc voilà, et effectivement, une fois que avec la fameuse magie des actions, transactions bancaires et boursières surtout, ils se sont retrouvés avec plusieurs dizaines de millions de bénéfices. Je crois qu'il y a un truc comme 48 millions après avoir acquis les parts, en fait. Parce que, tu sais, il y a des, je saurais pas l'expliquer, mais il y a des trucs, c'est de transition d'un portefeuille d'actions à un autre, qui fait qu'en fait, t'as des bonus dans ces cas-là et tout. Donc, non seulement ça leur a rien coûté, mais ils ont reçu une petite prime avec. Genre, merci de nous débarrasser de ce poids mort. Et par contre, ça confirme, du coup, que c'est bien la fin des fins de la logique CW à l'ancienne. Ça, il y aura plus, à moins que eux-mêmes arrivent à signer un contrat avec Netflix, on sait pas, c'est possible, ou avec un autre diffuseur aux pages pleines. Mais par contre, ça veut bien dire qu'en fait, depuis des années, ce modèle Greg Berlanti, on fait une série, puis on fait un spin-off, puis on fait un crossover, puis on fait une série, puis on fait un spin-off. En fait, tout ça, c'était effectivement pas rentable du tout. C'était vraiment juste parce qu'il y avait la Netflix. Ça existait que parce que t'avais le deal de diffusion. Voilà, mais qu'en fait, au niveau de l'économie de la télévision, c'était un modèle qui était beaucoup trop généreux, j'ai envie de dire, paradoxalement, pour tenir la route. Donc, faut voir si Nexstar a des contrats avec des antennes de VOD. De toute façon, ils doivent continuer de bosser avec Warner Bros Television aussi parce qu'il y a toujours Gotham Knights qui est en préparation. Warner Bros Television, encore une fois, ils ont plus un rond, donc. Superman and Lois et tout ça, c'est pas encore complètement la toute fin, mais. Ouais. Mais tu sais que Justice You, ça arrive. Justice You est toujours prévu, ce qui paraît. Oui, c'est ça. On y croit. Connerie. Tu fais faire Pareil que Powerpuff est toujours prévu aussi. Un Paris Kebab. Ah ouais, Powerpuff, c'est vrai ça. Powerpuff, je veux bien le Paris Kebab. Je pense que c'est vraiment non, je pense que ça arrivera pas. Je pense que là, les mecs, quand les images du pilote ont fuité, ils ont dû, avoir une sorte de grande zoom en mode genre, mais c'est quoi ma vie? C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me lève le matin? Corentin, dernière actu de la partie de télé, c'est Frank Miller qui planche sur une adaptation en série télé de Corto Maltese de Hugo Pratt avec Studio Canal. Ouais. Studio Canal, Canal+. Donc, maintenant, le personnage, j'allais dire le personnage est français, oui. C'est plus compliqué, on va dire, mais il a une vraie renommée à l'international, en plus, Hugo Pratt. C'est un des très grands, de la bande dessinée, en général. Et apparemment, Frank Miller est fan. Il dit que quand il était jeune, à New York, il a découvert les planches de Corto Maltese. En français dans le texte, s'il vous plaît. Comme il avait découvert le No Fan Cup de Koike Kojima en japonais dans le texte, donc c'est toujours un mec qui ouvrait des BD juste pour les dessins et qui disait waouh, c'est magnifique, je vais m'en inspirer et tout.
Donc voilà, ils vont faire une série en 6 épisodes de 1 heure chacun, avec c'est même produit en fait par Frank Miller, qui crée la série, qui est crédité comme créateur, crédité comme scénariste, comme producteur, et qui a ramené son bras droit, Silène Thomas, ou peut-être Silène Thomas d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est française justement, cette dame qui a fait le documentaire American Genius sur lui, qui dirige Frank Miller Inc., et qui probablement doit actuellement compter son portefeuille de Solana et de Dogecoin gagné sur les NFT merveilleux de Frank Miller Presents. C'est totalement gratuit, hein, je suis désolé, pardon Silène si tu m'écoutes. Donc voilà, c'est donc une production franco-américaine. C'est assez curieux, je trouve, déjà que ça vienne de là, entre guillemets, que Canal se dise on va adapter Corto Maltese, pourquoi pas. Avec les États-Unis, tu te dis déjà pourquoi faire, enfin c'est précisément pas c'est un personnage européen, son récit parle de l'Europe, l'histoire de l'Europe au XXe siècle. Et avec Frank Miller, là tu dis ah oui non là vous avez pas compris en fait. Il y a un truc qui a déconné. Vous êtes dit Frank Miller, grand nom de la BD, qui a des liens avec Hollywood, qui a fait Sin City machin. Du coup c'est une grosse prise. Oui, The Spirit, c'est une grosse prise, mais en même temps non, si vous mettez un peu le nez dans les idéaux de Frank Miller, certes, il peut très bien comprendre ce côté charismatique qu'a Corto. Ce côté voyageur éventuellement, ce côté très intérieur et un peu cynique, enfin pas cynique, détaché on va dire. Ça je pense qu'il peut le comprendre. Par contre, au niveau de l'idéologie, voilà, enfin Corto Maltese c'est Pif Gadget, c'est les années Coco, c'est un personnage qui est ouvertement anarchiste ou en tout cas proche des sensibilités anarchistes, qui se rappelle à une littérature qui est justement celle de pas forcément de l'homme libre mais de la communauté en fait des hommes libres. Donc c'est extrêmement curieux comme choix. Je vois pas vraiment déjà comment après il en est pas à une contradiction près, hein, Frank Miller, on se rappelle Frank Miller qui nous dit dans un bouquin l'écologie c'est super important, et qui après monte une boîte pour vendre des NFT. Donc voilà, c'est un mec qui de base en fait aime bien se contredire. Je pense que c'est un kiff personnel, mais voilà, c'est effectivement pas forcément la meilleure personne qu'on pouvait espérer. Maintenant, moi, je crache pas dans la soupe, en fait, parce que le film de Spirit, c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est un nanar tout à fait convenable. Il est effectivement marrant si on choisit de le voir comme un délire de Frank Miller, tout comme All Star Batman et Robin, que je continuerai à dire est une bonne BD, parce qu'elle a été écrite comme une comédie absurde, et une critique acide du Chevalier Noir, et si on la lit sous cet angle-là, ça marche très bien. Le problème, c'est que DC à l'époque n'avait pas du tout communiqué sur cet angle-là. Il avait juste dit, ouais, Frank Miller, il revient. Est-ce que il a Jim Lee avec lui? Bam! Et tu te disais, ça va être incroyable. Et après, tu le lis, tu te dis, en fait, il se fout de notre gueule. Et effectivement, c'était le but, il se foutait de notre gueule. Là, je pense que ce sera pas le cas parce que, déjà, voilà, a priori, Corto Maltese, il y tient, étonnamment. Et c'est quand même un projet qu'il produit lui-même. Donc, c'est pas juste un truc à la commande pour un studio. Mais encore une fois, peut-être qu'il avait produit The Spirit aussi, donc je sais pas, je trouve ça quand même très curieux. Déjà, on sait pas qui s'y fera à la mise en scène ou pas, parce que c'est quand même un réalisateur, hein, Frank Miller, du coup, il a réalisé The Spirit et Sin City, et quelques scènes de Sin City 2 aussi, je crois. Voilà, c'est très particulier quand même, parce qu'il a pas une esthétique qui correspond à l'esprit Corto Maltese. Tu m'interromps quand tu veux, Arnaud. Il a pas et puis voilà, le côté studio Canal, je sais pas, ils font des bonnes séries télé chez Canal Plus, hein. Ah oui. Ouais. Oui, par contre, oui. Ok. Peut-être qu'il y aura du coup de la qualité. Oui, les séries Canal, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin, après, moi, tu vois, j'ai pas envie de tirer la sonnette d'alarme. J'ai vu que, notamment d'ailleurs, Beaujouan et Phénom, qu'on a cité 2 fois dans ce podcast, du coup, étaient vraiment outrés. Ils disaient, non, mais c'est complètement con, c'est un anarchiste de droite qui va faire une BD sur un anarchiste de gauche, ou plutôt un libertarien tendance facho qui va... Je suis désolé, on peut le dire maintenant, Frank Miller, c'est quand même un peu un libertarien tendance facho. C'est pas juste moi qui vous assène une vérité politique personnelle. Quelque part, voilà, c'est un mec qui est conscient de ce qu'il est aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas du tout adapté à la compréhension de l'imaginaire de Hugo Pratt. Donc, bon... Moi, je la range au même niveau que la série télé Zorro avec Jean Dujardin, au niveau des trucs bizarres qui arrivent en France, qui pourraient être bien, éventuellement, si c'était sorti il y a 25 ans, et qui, voilà, nous rappelle qu'on a aussi une prod locale qui existe, et qu'à défaut d'avoir le Garde républicain un jour au cinéma par Luc Besson, ou un mec moins dégueulasse, voilà, ouais, ça continue. La France continue. Vive la France. Allez, les Bleus, tout ça. Allez, arrête-moi là, je ne sais pas où je vais du tout. On est tous ensemble. Très bien. Écoute, je t'avoue que je te fais une confession et tu n'as pas lu Corto Maltese. Ah, comment t'as su?
Ah bah je sais pas. J'ai pas Arnaud, toi en plus qui déteste la bande dessinée, justement, ça me paraissait assez logique. Hein. Je hais la bande Tu dessinée. détestes sous ça. toutes ses formes. Je ne peux pas lire dès que quelque chose a des images, ça me révulse. Je dis au secours les petits Mickey, c'est bon, moi je suis un adulte, ok. Ouais, stop là, c'est bon. Moi je lis du Guillaume Musso et du Marc Lévy. Hein, Ouh là là. Voilà. Ben ouais, moi j'avoue là c'est un peu intellectuel. moi je suis un littéraire, monsieur. Oui. Oui. Et du coup t'as pas lu Corto Maltese? Non, j'ai jamais lu Corto Maltese, mais j'ai T'as vu les films d'animation? non. Tu vois la gueule du personnage quand même. Oui, Ouais, c'est mec, vieux marin. voilà, vieux marin. J'ai fait le cliquer. Je te jure que quand je le voyais dans la Ouais, bibliothèque, t'entends le mec la houppette là. Ouais, non, mais tu sais que quand je le voyais dans la bibliothèque, ça m'attirait pas du tout, quoi. Le design du personnage, tout ça, vraiment, je faisais. C'est super bien pourtant, frère. Bah, faudra peut-être que je réessaye maintenant que. C'est vraiment de la BD pour adultes. Hein. Non, pas dans le sens que que tu comprends. Je veux dire que c'est très dépouillé, c'est vachement contemplatif. C'est un personnage assez. Il y a des kaiju ou pas? Il y a des kaiju. Ah, Il y a des kaiju. Eh ouais, je te le dis. Corto Maltese et les Il y kaiju. a des aliens aussi. Ah, aliens c'est nazis parfait. kaiju. Ah, bah, c'est parfait. Bah, voilà. c'est pour moi, c'est complètement ma cam. Tu vois, mes cailles clairs à la fin de Wolfenstein. il est dans Corto Maltese. En plus, c'est pas tout à fait faux, ça, pour le coup, parce qu'il y a effectivement des rapprochements avec l'histoire vraie de l'Allemagne dans cette BD. Mais non, c'est vraiment de la grande BD d'aventure, la grande BD maritime, je sais pas si on peut dire. Mais il y a vraiment un côté carnet de voyage. C'est un chef-d'œuvre, quoi. Il est temps que j'aille en bibliothèque. Oui. Décidément. Même hier, il était temps, tu sais. Ouais. T'as fini Sandman? Non, je suis encore dedans. Ensuite, Corentin. T'es pas encore dedans, arrêté. Tu l'as rangé, je suis sûr. Non, tu il vas est jamais le finir. viens voir, Comme tout le monde. Il est dans ma Personne chambre. finit Sandman. Il est dans ma chambre, viens le voir. Allez, Corentin, on termine ce podcast avec la seule actualité cinéma. Il y en a encore une seule pour cette émission. C'est que le reboot de Blade chez Marvel Studios a enfin trouvé un nouveau réalisateur et un nouveau scénariste. Et c'est notamment un Français qui va réaliser le film qui s'appelle Yann Demange. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Yann Demange? Bah, pas grand chose. En fait, j'ai pas vu son travail, donc. Il a fait sur Lovecraft Country, donc t'as forcément vu son travail. T'as raison. Il a fait effectivement cet épisode-là. Je pensais au film avec O'Connell qu'il avait fait. Ouais. C'est La Momie. Excellent. Non, mais l'acteur Jack O'Connell, 97, je crois que s'appelle le film. Non. 97. 97. Ah, mais je l'ai vu dans ce cas. C'était bien ça. Vas-y, développe. Bah non, mais juste que c'était bien. C'était le film avec le gamin qui est recherché là par des espions. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Bah dans ce cas, je l'ai vu et ma foi, c'était plutôt bien fichu. Ah, mais bon, c'était il y a longtemps quand même. Tu décris pas Child 44 plutôt? Ah non, oui, je décris complètement Child 44, rien à voir. Okay. Je sais plus comment s'appelle celui-là. Il faut que je vérifie en fait. Mais voilà, bon, pour vous résumer ça simplement. Comme on l'avait dit, Bassam Tariq est le scénariste de Moon Knight qui avait été viré. Comment qu'il s'appelle? J'ai oublié tous les noms. Je suis désolé. Nightmare? Non, Nightmare c'est le producteur de Black Panther 2 et oui, rien à voir. Et probablement de Blade aussi, j'imagine. Qui va produire aussi Captain America 4. Donc ouais. Pour résumer, effectivement, voilà, donc le script a été entièrement réécrit. Parce qu'il y a aussi, voilà, l'annonce, c'est qu'il n'y a pas qu'un nouveau metteur en scène, il y a un nouveau metteur en scène et un scénariste. Tu l'as dit? Je l'ai dit tout écouté. Qui s'appelle donc Michael Starbury, qui, lui, voilà, est un scénariste qui est beaucoup connu, pareil, un petit peu comme Rodney Barnes pour des produits assez engagés, revendicatifs, qui a fait When They See Us, voilà, Legends of Chamberlain Heights aussi, donc c'est des fictions qui parlent surtout de la jeunesse noire aux États-Unis, en fait, simplement. Et donc, voilà, c'est pas 97, c'est 71. Voilà, Yann Demange. Le film s'appelle 71. Voilà, je sais pas ce que c'est exactement. Le fait qu'il ait travaillé sur Lovecraft Country, c'est cool parce que déjà, normalement, le personnage de Blade est quand même relativement proche de ces États du Sud, notamment de la Louisiane, où se sont un peu établis justement la ségrégation et tout ce machin-là qui est donc évoqué dans Lovecraft Country. Toi, tu l'as regardé la série? Toujours pas. Et pourtant, il y a Lovecraft dans le titre. Je sais. Alors, faut se bouger un peu le Parce derrière. que j'ai toujours pas fini Banshee. Non, t'as toujours pas fini. Ça fait pas un an que t'as pas fini Banshee? Non, ça fait quelques mois maintenant, mais. Ok. Il faut y aller maintenant. Oui, je suis dans la saison 4 et la saison 4 elle est pas ouf non plus, donc. Ouais, je suis d'accord. Mais moi non plus, j'ai pas fini Banshee. Mais après, faut que je fasse Euphoria et ensuite faut que je fasse Lovecraft Country, donc. Oh, quelle vie! Bah oui, mais alors, j'ai regardez pas des séries télé. Mais j'ai pas le temps surtout, enfin. Mais arrête de jouer à Elden Ring ou genre de conneries, là. Dead Space 2, je me refais Dead Space 2 parce qu'il y a Callisto Protocol qui sort cette semaine là. C'est le nouveau jeu du créateur original de Dead Space. Ça se passe dans une prison et c'est Dead Space 4, mais ça a l'air trop. C'est Visceral Games?
Non, parce que ça Visceral Games n'existe plus, mais il a fondé son propre studio. En fait, le créateur de Dead Space s'est barré juste après le 1. Ok. Il a pas fait le 2 non plus, tu vois. Mais du coup, il a fondé son propre studio. D'ailleurs, il y a Skybound Games qui est aussi producteur sur ce jeu-là, sur Callisto Protocol. Et ça pourrait trop être un cheval de Troie pour que j'en parle quelque part. Mais en fait, j'ai juste kiffé, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai pas le temps de regarder des séries télé parce qu'il y a Callisto Protocol qui arrive. Donc, voilà. Et que j'ai accessoirement plein d'autres trucs à faire sur la BD pure et dure. C'était Arnaud, 32 ans. Voilà. Bon, très bien. Du coup, jouer à Callisto. Non, parlez pas de ça. Achetez Dead Space 2 et la vie sera belle. Non, mais ça va être tourné en début d'année prochaine. Je ne connais pas bien son travail, vous non plus d'ailleurs. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est cool qu'il soit français, tant mieux, j'ai envie de dire. Il a visiblement une expérience avec le sujet. Le scénariste a été aussi choisi pour probablement accentuer l'identité noire de Blade, qui était quand même, on peut se le dire maintenant avec le recul aussi, relativement peu utile ou même présente en fait dans le sous-texte de l'écriture de Blade 1 et 2. Bon, même absente, hein. C'était pas absente, dans les préoccupations de qui que ce soit à l'époque. Exactement, alors que là, a priori, ça va être plus chargé là-dessus. Sûrement socialement plus chargé, oui. Donc on verra ce que ça donne. Le casting est déjà complet, l'équipe technique est déjà complète. Rien ne devrait bouger de ce point de vue-là. C'est Ruth Carter qui a fait les costumes Black Panther 1 et Black Panther 2 qui revient pour signer les magnifiques imperméables en cuir de Blade. Faut voir où ça nous emmène. C'est tourné à Atlanta, je crois. Comme surtout que ça leur permet quand même de pas prendre trop de retard sur le tournage et donc sur la sortie du film éventuellement. Bon, je pense pas qu'ils soient capables de le finir pour le sortir en octobre. Non, ils l'ont décalé. Oui, non, mais ils décalé à septembre 2024. C'était septembre. Ouais. Pas octobre. Je crois. D'accord. Je crois que c'était octobre 2023 et c'est passé, ou l'inverse peut-être, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, c'est dans un petit moment, mais ils vont tenir leur tournage. Mais déjà, c'est cool de voir justement qu'il y a une faille qui accepte de ralentir un peu les machines pour que le projet... Ouais, enfin, ralentir quand tu vois le reste du planning, c'est parce que de toute façon, il y a déjà beaucoup de trucs un peu à droite à gauche que tu peux te permettre en fait de le voir ralenti lui, parce que par rapport au reste de la continuité, je pense que ça va pas trop s'intercaler dedans et que justement, tu as déjà tellement de projets en cours de prod qui sont prévus que en fait, tu peux te le permettre parce qu'il y aura largement de quoi alimenter justement les cinémas et les plateformes entre-temps. Ouais, c'est vraiment un Dead Space-like en fait. Callisto Protocol, oui. Ah, ça a l'air trop bien. Non, mais reviens pas dessus. Tu le chopes en physique en physique. Ah, tu pourras le prêter? Cool. Sûrement, oui. La version PS5, du coup, par contre. Oui. Ah, shit. Désolé. Bon, c'est pas grave, t'as raison, il faut se moderniser. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, on a fermé le podcast là-dessus, alors. Désolé pour cette fin. Oui, non, mais enfin, il y a pas grand-chose à dire. C'est un metteur en scène, il a fait des trucs. Il va faire Blade. Vous sentez quand Corentin n'est pas passionné non plus, ça peut s'entendre un petit peu. Tu peux m'aider aussi. Oui, non, tu fais une blague sur la variété encore? Oui, c'est ça, voilà. Ça sera très bien. Ça sera plus varié. Allez, Corentin, on a terminé pour ce podcast. Donc, on vous remercie tout simplement de nous avoir écoutés. Je vous refais pas le laïus. On s'excuse. Ouais, on s'excuse. Je vous refais pas le laïus de début de podcast puisque je vous l'ai déjà fait justement en début. Mais bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez nous soutenir dans nos émissions. Et merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui continuent de nous écouter. Puis on se donne rendez-vous dans 10 jours environ pour le prochain front page et bien avant pour les autres podcasts qui arrivent. Vous allez voir, il y a du bon et du très bon en préparation. À la prochaine. Salut.